Bienvenue à bord du vaisseau Hypersocias. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec mes mots ce soir, à l'heure où on enregistre. Parce que tout ça à cause du livreur de pizza. Il est 20h51. Le fameux. Il est 20h51. On devait démarrer il y a 51 minutes. Autant dire qu'il y a eu un petit bug dans la matrice. Mais on a mangé des pizzas. C'était bonne. Qui étaient plutôt bonnes. Que Truss, notre chroniqueur tout risque. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce qu'à la base, t'étais censé chroniquer. Et en fait, non, à la base, j'étais censé réaliser. T'étais censé réaliser. Après, il y a eu une urgence au sein de l'équipe. Donc, t'étais à 2 doigts de chroniquer. Et en fait... Il n'y a plus d'urgence. C'est Alex qui n'a pas noté sur son agenda. La balance. C'est juste ça, en fait. Oui, je l'ai su hier, donc c'était un peu compliqué. C'est chaud ici. Là. Mais sinon, comment tu vas ? Moins bien d'un coup, là. Ah non, arrête. Non, c'est pas vrai. Ça va bien, merci. Ok. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Pas de grand-chose. Ce que vous voulez, je parle de ce qui t'arrange. Tu veux que je parle de quoi ? Tu fais partie. Tu peux parler des pizzas quand même. Je fais parler des pizzas. Franchement, tu parles des pizzas quand je te donne. J'en peux plus déjà. Ouais. Je ne contrôle plus rien. Les pizzas au maître en Italie, tout ça. T'as joué à Hades ? Est-ce qu'on peut parler de la Zipa, c'est ça ? La Zappy. La Zappy. La Zapan. Qu'elle a balancé sur le Slack, là, en mode... Un jeu de jeune. Moi, j'en ai un peu marre parce que entre Festoche, qui a été repris par John Couscous... Épisode 1, pilote. Je l'ai pas. C'est vrai, c'est l'épisode 1 ? Ouais, je crois. Ouais, quand je vais sur les Festoches, je cite, 2018. Mais de qui ? C'est horrible, la voix La personne que je regarde. Comme ça, vous savez pas ? Mais Festoche, c'est quoi le problème avec Festoche ? Il n'y a pas de problème. Un jour, c'est les années 80 qui nous disent bonjour, mais... Bah ouais. Finis ton tour de table. Ouais, si tu veux. Et on enchaîne avec celui qui est fraîchement de retour après des sessions de geocaching à Amsterdam. Absolument. Exactement. Zef, comment tu vas ? Bonsoir, comment vas-tu ? Mais très bien. Et toi ? J'ai mangé une pizza, je suis pas rien. Ok, ça a l'air. Et de quoi tu nous parles ? Je vous parle d'un conte qui se passe partout, à la fois et nulle part. Je sais pas ce que je dis. Oh là là, mais... Ah ouais ? Non, parce que je savais pas quoi C'est dire. intriguant. Ça n'a rien à voir. C'est intriguant, mais ouais, ok. C'est nul. Est-ce que c'est une pièce d'échecs qui est pas très illuminée ? Oui, d'accord, je l'ai. Ah elle est bien. oui, d'accord, ok. Elle est nulle, mais elle est bien. Ok. On prend parce que voilà. Parce qu'on a que ça. Parce qu'on a que ça, exactement. On est très tolérants ce soir. Et on termine avec, j'allais dire, celui qui, à chaque fois que je regarde ses stories, est au Resto Jap. Tellement. C'est vrai. C'est peut-être moi, du coup. C'est une obsession, du coup. Ouais, c'est peut-être toi, ouais. Oui, bonsoir, j'aime beaucoup le japonais et je pas envie de m'en soigner. Ça va bien, et toi ? Bah, écoute, ça va. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? J'ai regardé de la merde sur Netflix, et du coup, j'en parle. Ah, ça, c'est cool. Bah, super, bonne ambiance, non, c'est cool. On aime bien la poubelle. Voilà. On aime bien la poubelle de Netflix. Et j'ai envie de dire, c'est t'y part pour le premier sujet. C'est pas tant le verlan que l'orthographe.
C'est Alors, spécial cette Juste émission. pour, quand même. juste pour Je pourrais pas dire. contextualiser, Je comprends rien. je me fais troll sur Slack en vrai par Zef c'est pas qui Par courrier. vraiment, ouais, par courrier même, sur ma façon d'orthographier le verlan. Parce que déjà j'oublie des lettres et tout. Et en plus, en fait, je fais ce que je veux. Moi, je suis assez Je suis d'accord. persuadé que Elle a raison. grammaticalement c'était vrai, et c'est juste que ça m'a choqué de le voir comme ça. Ouais, c'est tout ça. Mais je l'aurais pas. En fait, Orthographe. je vois pas, Ouais, non, je vois pas comment tu t'as l'aurais. doublé une consonne entre deux voyelles, t'as bien fait. C'est vrai juste que ça avait aucun sens parce que c'est un mot italien. Et donc respecter une verbe, une règle de base française là-dessus. Bref, je dis sûrement de la merde en plus. Voilà. Mais sinon, du coup, Tu peux chroniquer là-dessus. on hein, va si pas besoin. chroniquer là-dessus. Ah, Je sais que tu me regardes avec un dessin depuis tout à l'heure. Mais ce sera pas une chronique dessus. En fait, on va plutôt se tourner vers John. Oui. Voilà. Bah voilà. Ok, je pensais que t'avais une intro. Si, j'avais une intro, mais du coup, tout se Mais si, vas-y. Tout se bouscule. tout se bouscule dans ma tête. Si vous n'avez pas encore écumé la partie show télé-réalité du catalogue Netflix, j'ai quelqu'un qui peut peut-être vous conseiller 2-3 trucs à mettre soit dans vos favoris, soit dans la poubelle. C'est ça. Alors sachez que la pizza est née au XVIe siècle dans la ville de Naples en Italie. Ah non, c'est juste trompé de sujet, pardon. Je reprends le vrai sujet. Non, le vrai sujet c'est quoi ? C'est qu'en fait, à la maison, j'ai quelqu'un qui n'est pas moi, sachant qu'on est deux, qui a platiné Netflix, on peut dire, qui a fini plusieurs fois. Ouais, vraiment même plusieurs fois. Hein. Trop de références. Et du coup, des fois, elle regarde des trucs sur Netflix et des fois, je passe devant et je dis mais c'est quoi cette merde encore ? Et puis en fait, je regarde. Et puis en fait, j'en viens, viens, on regarde un autre épisode. Et je tombe vraiment dedans, quoi. Et j'ai ce problème avec pas mal d'émissions ces derniers temps, donc j'ai voulu faire un peu une petite compile. Alors, je vous parlerai pas de Sexy Beast. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des personnes qui ont un maquillage d'animal et qui se draguent, qui partent en date. Et s'ils se plaisent pour autre chose que leur physique, ça peut aller plus loin. Attends, pourquoi ? Mais je vous en parlerai pas. Parce que Non, attends. Moi, Non. je veux juste savoir Cats, pourquoi. le film. Non, juste pourquoi il Parce se que maquille, l'amour n'est pas que physique en fait. C'est juste un masque en fait. c'est le Love is Blind de. Oui, mais en avec- version. parce que tu en la version reconnais pas, du costumée. coup En fait, ils sont maquillés vraiment ouf. maquillés. Comme Cats. Ouais, D'accord. exactement. Ah, donc mal. Bon, Non, bien, franchement Non, bien. Ah, franchement, moche. Bien, mais Ouais, moche. ouais. franchement, il y en a qui sont pas mal. Mais du coup, je vous en parle pas. Je vous parlerai pas non plus de Qui sauve Pécho ou des célibataires en enfer, avec des gros guillemets que je fais avec mes doigts. Une île où il fait chaud et ils doivent cuisiner eux-mêmes des légumes. C'est ça pour Qui l'enfer. sauve Pécho ? C'est Ouais. quoi ça C'est genre qui sauve qui peut ? Ou En traduit Ah, version. c'est le truc coréen, pour- non? Je crois que c'est coréen, j'ai un doute. ok. Mais- Et ils doivent en fait se choisir de manière cachée pour partir en rendez-vous ensemble au paradis. Pour eux, c'est manger des frites à côté d'une pizza privée. Hein. Voilà. C'est toujours à propos de la bouffe. J'en parle pas, ça. Ouais, voilà, mais j'en parlerai pas. Putain, c'est chaud. Je parlerai pas non plus de Too Hot to Handle en VO, mais c'est Séduction Haute Tension. C'est des jeunes célibataires, hyper bien foutus, hyper bien gaulés, des mannequins de ouf, qui viennent pour coucher avec tout le monde. Vraiment, enfin, leur passion numéro 1, c'est le sexe. Mais sauf qu'en fait, ils apprennent au bout de 24 heures que s'ils s'embrassent ou que s'ils couchent ensemble, ils perdent de l'argent sur la cagnotte commune. Donc en fait, ils sont là pour dépasser le côté. Charnel. Exactement. Voilà. Oh, mon Dieu. Too Mais- hot to handle. Ouais, ou Séduction Haute Tension. Trop chaud à manipuler, c'est trop quoi. bien. C'est ça. Je Ouais, vois que tu trop as déjà chaud. mis sur ta Trop liste chaud, pas Netflix. chaud. Trop chaud, pardon. Trop chaud, ouais. C'est pas forcément. Trop chaud. Oui, pardon. Les deux, hein, c'est des deux côtés. Mais ça, j'en parlerai pas non plus. En fait, je vais vous parler surtout de 3 autres émissions. Ah putain, il y en a 3 autres. Ah mais ça va, ma chronique elle dure pas 30 secondes non plus quoi. Et tu l'as cité Azef, Love is Blind, ça j'ai bien aimé. J'ai découvert cette année, j'ai vu la saison 2, et donc ça c'est une émission de dating ou de rencontre, où des célibataires ont rendez-vous avec d'autres différents prétendants-prétendantes pour essayer de trouver l'amour. C'est la première émission, il paraît, qui est, de rencontre qui est lancée sur Netflix, ça j'ai appris tout à l'heure mais j'ai un doute en l'écrivant mais je le cite quand même. 15 hommes, 15 femmes, venant de tout horizon, sont tous charmants, charmantes, mais c'est pas non plus des mannequins, on n'est pas dans l'émission d'avant. Ah, il y a une particularité, ils ne se voient jamais avant de se demander en mariage. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlent à un mur, et enfin, ils entendent juste la voix de l'autre personne, quoi. Tourner manège. C'est une condition en Complètement. fait. En fait, la demande en mariage est une condition pour qu'ils se rencontrent. Exactement, tout à fait. Évidemment. C'est ça. Mais c'est tourné manège en version 2020, en 2022, quoi. Sans Charlie Oleg et tout ça, quoi. Voilà, avec, on voit personne d'ailleurs, je crois. J'ai un doute, mais il y a pas d'autre. Enfin, on voit que les candidats, quoi.
Donc il y a des couples qui se créent, d'autres non. Enfin voilà, on voit qu'ils vraiment ils vont puiser dans leur expérience personnelle. Ils vont vraiment dans des sentiments qui sont assez profonds. Ils racontent des trucs qu'ils n'ont jamais raconté à d'autres personnes, blabla. Enfin bref, ils se sentent en confiance avec certaines personnes et ils vont jusqu'à avoir un coup de cœur. Et si ça match, s'il y a une demande en mariage et que la personne accepte, et banco, ils se voient. Alors ils se marient pas direct quand même, mais ils vont déjà passer une semaine ensemble, tous ensemble, toutes les personnes tous les couples créés, en mode vacances entre potes qui se connaissent pas. Donc là ils se disent ah merde, j'ai peut-être pas choisi le bon ou la bonne, mais bon, admettons, ils continuent dans leur truc. Ils ont aussi des moments à deux, des activités, ils vont faire du jet ski, ils vont se baigner, enfin n'importe, des trucs un peu stylés quoi, on va dire. Et ils voient les familles aussi des autres. Donc ils disent ah j'ai participé à un jeu blabla, en fait on va se marier après-demain. Mais non tu déconnes. Alors c'est une super idée, je le trouve trop bien. Ah non tu devrais pas, elle est trop nulle. Enfin voilà, ce genre de truc qu'on peut entendre. Mais après c'est un vrai mariage. Donc ils vont à l'hôtel, ils posent la question est-ce que vous voulez vous marier? Oui, non. Et chacun répond ce qu'il veut. Il y a des oui, il y a des non. Clairement. Ah ouais. Et il y a des surprises. Il y a des moments où je me dis ça c'est obvious, c'est bon, ils couchent déjà ensemble depuis 2 semaines, c'est bon quoi. Et là quelqu'un dit non. Je mets non, truc de ouf. Ou l'inverse, je mets jamais ils se marient. Et là, en fait, ils sont encore ensemble 2 ans après, quoi. Donc voilà, j'étais pris d'affection et j'étais à fond devant ce truc, quoi. J'étais vraiment ouf. Il y a bien sûr un épisode, que sont-ils devenus 1 an après, plus ou moins, pour voir est-ce qu'ils sont restés ensemble, est-ce qu'il y a eu un truc ou autre, etc. Et sans dire pourquoi, de la saison 2, je vous laisserai regarder, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur Dipty. Je la trouve formidable sur plein de points. Et voilà, si vous l'avez vu, vous comprendrez. Sinon, peut-être que ça vous donnera envie de regarder. Moi, je regarde la version japonaise en ce moment. Ouais, moi aussi. Alors, je ne connaissais pas les autres versions. Apparemment, est vraiment, vraiment différente de la version américaine. Mais oui. Comme j'ai pas vu l'américaine, je sais pas. J'ai vu la saison 1 côté américain. Et c'est. Après, c'est comme. En fait, toutes les télé-réalités japonaises, c'est un rythme différent. Je trouve ça magnifique, leur histoire. C'est une autre façon de partager. T'as rien de sexy en fait. Ouais, Il y a vraiment que du partage d'expérience et après, énormément de respect en fait. Il y a un côté axé aussi sur l'environnement familial, l'environnement pro, parce que tu sais, c'est quand même important. Oui, clairement, mais le partage des tâches et tout, c'est vraiment affolant. Voilà. Oui, là pour le coup, c'est américain, ça n'a rien à voir, mais c'est pas non plus. Ils couchent pas tous ensemble, quoi, clairement. Et en tout cas, j'ai vraiment adoré, parce que j'ai même été voir sur Instagram certains profils pour voir ce qu'ils faisaient, s'ils étaient encore ensemble et tout. Donc j'ai poussé le vice un peu loin. Je me suis fait un épisode ultime après la fin. Mais c'est des gens normaux ou c'est genre les Ch'tis ou les Marseillais Alors non, je dirais il y a de tout. Hein. Ouais, il y a de tout. Il y a des gens qui sont un peu genre BCBG, mais il y a des gens qui sont vraiment genre les pecnos. C'est assez varié en termes de profil. Ok, peut-être. Non, mais il y a tout, il y a vraiment de tout. Un peu de tout. Après, pour répondre à ta question, est-ce que ce sont des gens normaux? Je dirais non de base, parce que quelqu'un de normal n'irait pas dans une émission comme ça. Oui. Non, mais si, tu peux y aller juste pour voir. Moi, ça me. Non, mais non. Beaucoup de jugement. Ah, mais c'est un jugement profond. Mais en même temps, c'est ma chronique, j'ai le droit de juger. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est trop dur. Jamais je pense être assez désespéré un jour pour participer à une telle émission. J'ai pas envie de mettre. Pour moi, tu penses qu'il faut être désespéré? Non, c'est pas forcément des gens désespérés, c'est des gens qui. Il y en a. T'es dur, on est dur. Ce n'est que mon avis et je n'irai pas m'exposer publiquement pour mes relations amoureuses, quoi, clairement. Voilà, tout simplement. Ok. Mais c'est après. C'est dommage, c'est ce que les Français veulent entendre. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Et je passe du coup au deuxième émission pour laquelle j'ai envie de vous parler, c'est l'ultimatum, on se marie ou c'est fini. Ah putain, je l'ai vu passer. Alors j'ai écrit nom de merde, mais au moins c'est très clair. Vous savez ce qui se passe. J'ai vu que la saison 1, mais elle vient de sortir en 2022. À savoir que, comme l'émission précédente, c'est Nick et Vanessa Lachey qui ont créé l'émission. Alors, c'est un couple, je crois que c'est un ancien boys band, et elle, c'est une actrice ou tout dans le genre. Quoi. Du coup, c'est américain toujours? Toujours américain. En fait, eux aussi, dans leur relation, je crois qu'ils ont, de mémoire, 48 et 42 ans. Il y a une histoire d'ultimatum dans leur couple, en mode, vas-y, on se sépare, machin et tout, mais si on se remet ensemble, c'est pour se marier, blabla. Ils l'ont vécu, et un peu, ils l'ont réécrit derrière pour cette émission, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont un peu, ils se sont fortement inspirés de leur vie pour créer ce concept. Comment ça se passe? On a des jeunes en couple, je dis des jeunes parce que je crois qu'ils ont pas la trentaine, ils sont en couple depuis 2-3 ans, il y a 6 couples, il y en a un des deux qui un jour a dit bon j'en ai marre, soit on se marie, soit on se quitte. Voilà, c'est très souvent la femme, mais je crois qu'il y a 1 ou 2 hommes dans les 6 couples, mais peu importe, c'est un détail. Comment ça se passe? Ils ont une première semaine où ils se voient tous ensemble, ils chattent, ils se voient vraiment, donc ils sont évidemment dans un super hôtel, piscine, machin et tout. C'est pas des canons, encore une fois, c'est des gens normaux qui ont un mindset correct, je dirais. Il y a des gens vraiment intéressants, j'ai trouvé, dans le casting. Ils se parlent, ils commencent à créer des affinités. À un moment donné, au bout d'une semaine, on leur demande avec qui tu devrais partir. Forcément, ils ont en tête un autre nom que la personne avec laquelle ils sont arrivés, puisqu'ils sont là pour l'expérience, quand même. Et s'il y a des matchs, ce qui arrive
assez souvent, pour pas trop en dire, ils partent 3 semaines en couple avec la personne avec laquelle ils ont matché. Ensuite, ils reviennent 3 semaines en couple avec la personne avec laquelle ils étaient venus. Et ensuite, il y a une semaine derrière où il y a le et là il y a le mariage ou non quoi. Voilà, excusez-moi, il y a une étape en trop. Et là, c'est au retour des 3 semaines, c'est est-ce que je me marie avec la personne avec laquelle j'étais venu à la base ou pas. Et là, j'ai trouvé les issues encore plus difficiles à pronostiquer, clairement. Je me dis, non mais, enfin voilà, pareil, le truc, plus jamais ils finissent ensemble et voilà, une grosse surprise. Et l'inverse aussi. Et vous avez aussi un épisode Que sont-ils devenus où là, il y a des trucs encore plus surprenants. Alors peut-être que ça va pas surprendre tout le monde, mais je pense que j'étais tellement à fond et j'étais en mode, ah mais, enfin voilà, alors eux, ils sont ensemble, eux, c'est sûr que non, etc. Et enfin, j'ai vraiment kiffé, quoi, très clairement. Donc voilà. J'en dis pas plus sur l'issue parce que je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent voir. Et je pense qu'autour de moi, il y a au moins une personne, peut-être, ou deux, je sais pas. Ah non, clairement, qui a pas envie de voir, voilà. Moi, je comprends pas du tout, en fait. L'intérêt de l'émission ? Ouais. Bah, moi non plus, mais j'ai aimé regarder. C'est du classique, en vrai, enfin, on en a vu 1000 fois. C'est Bachelor est là, est identique, mais à tourner à différentes sauces. Il n'y a pas de. Ben là, c'est plus genre. L'île de la séduction, genre en mode je challenge mon couple et la solidité de mon couple. C'est ça. Bah, c'est le même principe, c'est genre challenger son couple et en fait pour savoir si vraiment t'as des liens très forts avec ton partenaire actuel ou ta partenaire actuelle et ou genre en fait tu claques tout pour vivre l'amour avec un inconnu quoi. C'est un peu ça. Il y a un effet, le fric balancé dedans, il est affolant, j'imagine. Ouais, 3 semaines, combien 4 ou 5 couples, putain, c'est 6 semaines déjà. 7 semaines. Une semaine pour faire connaissance, plus 3 plus 3. Après, je pense qu'ils se sont fait la thune, le petit couple. Ils se sont fait une notoriété déjà, pour certains. Et puis après, voilà, il y a des cons qui regardent. Hein. Non, mais salut. En tout cas, ça m'a vraiment plu ce concept. Alors peut-être que j'ai un petit côté vicieux aussi à voir jusqu'où ils vont. Et ils prévoient une saison 2 un peu plus queer, comme ils disent. Donc c'est encore vague sur le casting, mais beaucoup plus varié en tout cas. Mais j'ai bien aimé en tout cas. Et la dernière émission, et c'est ma préférée de la liste, c'est The Circle. Alors je sais pas si vous avez déjà vu, mais je surkiffe ça. J'ai vu. J'aime bien les précédentes, mais j'adore The Circle. Donc là, pour le coup, je me suis un peu plus renseigné. Il y en a aux US, il y en a une en France, mais il n'y aura pas de suite. Une en Angleterre, ou 2, et au Brésil aussi. J'ai vu les 3 US et la française, et la 4 vient de commencer en... J'étais enchaîné. Ah, j'aime bien, juste pour la chronique, hein, c'était avant-hier. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un jeu qui est basé sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai découvert ça en 2020, en plein confinement, où c'est des gens qui sont confinés chez eux dans leur appart et qui n'ont aucune interaction avec personne, sauf via un écran. Ah, on a parlé. Ouais. En fait, ils peuvent communiquer avec un écran, donc c'est OK Circle, envoie au chat bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, trop cool la soirée d'hier, emoji smiley, emoji feu quoi. Voilà. Et c'est vraiment comme ça qu'ils communiquent. Et soit ils parlent avec tout le monde, ils ont des temps forts, le chat est ouvert ou fermé, ils ont des discussions privées, genre les groupes de mecs, les groupes de garçons, les groupes de jeunes, les groupes de vieux, etc. pour créer des affinités et des stratégies, parce que ça reste un jeu où à la fin il y a quand même $100 000 à gagner, je crois. Ils sont de base entre 6 et 8 joueurs. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, qui reviennent. C'est un peu bizarre, mais il y a un système de vote en fait pour désigner les influenceurs. Et c'est eux qui vont prendre la main sur qui on dégage. Donc ça représente un peu la vie, finalement, comme un réseau social. La vie. qui tu gères. Quelle vie. Une certaine vie en tout cas. Une certaine, d'accord. Et mais du coup, c'est un peu dangereux d'être influenceur parce que tu deviens le méchant à virer quelqu'un. Donc finalement, est-ce que tu as envie de l'être ou pas ? Est-ce que tu veux rester un peu dans la moyenne tout le temps ? Donc il y a vraiment une vraie stratégie. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a des vrais personnages. Bonjour, j'incarne mon propre rôle ou j'incarne quelqu'un d'autre. Je joue ma mère, je joue mon fils, je joue une star, quelqu'un qui est connu. Et c'est pas parce que tu joues ton rôle que t'es plus toi, parce qu'en fait, tu te crées ton image à force de jouer. Enfin, quand t'es tout seul et tu joues ta copine pendant 2 semaines, au bout d'un moment, tu penses comme elle, ou en tout cas, tu penses que tu penses comme elle, quoi, on va dire. Donc en fait, tu t'identifies à une vie que tu connais et tu vas essayer de retranscrire ça en mode elle aurait pas dit ça, elle aurait dit ça comme ça, et du coup, je vais plutôt faire ça. Sauf que des fois, tu peux te faire griller dans des jeux. Par exemple, maquiller une tête, une fausse tête, créer un gâteau. Et en fait, tu vas dire, forcément, ça c'est pas une fille, ça c'est pas un garçon. Donc après, c'est aussi des préjugés, des clichés, mais au moins, ça permet un peu plus de savoir est-ce que c'est une vraie personne ou est-ce que c'est une fausse personne à laquelle je parle. Mais ça n'empêche pas de créer des affinités. Il y a des gens qui qui ont joué avec un faux personnage et qui sont amis avec un vrai personnage à la fin, quoi. Et c'est ça qui m'a plu aussi, le côté social là-dedans, en tout cas. D'ailleurs, le saviez-vous parce que dans le jeu, on entend beaucoup, j'écoute en VO, mais catfish, qui est un terme imposteur, et en fait ça vient d'un film ou d'une émission, je sais plus,
Et j'ai même copié la description. C'est dans une réplique d'un film, ils disent quand les morues étaient transportées par bateau d'Asie jusqu'en Amérique du Nord, l'inactivité des poissons dans les bacs avait un impact sur leur qualité. Il y a des pêcheurs alors qui ont l'idée d'ajouter des poissons-chats, donc les catfish, dans les bacs des morues pour garder dynamique et active, préserver la qualité de leur chair. Donc en gros, c'est en mettant des fausses personnes, ça va créer un truc dans le groupe qui fait que ça se passera mieux, quoi. Et voilà, donc c'est clairement la métaphore. Et j'aime beaucoup ce jeu parce qu'ils arrivent à se renouveler dans les saisons. Là, sur la saison 4, il y a un truc qui était jamais sorti avant. Et voilà, le côté... je ne vais pas trop vous spoiler si vous voulez regarder, mais on a quand même des surprises sur des choses qui reviennent, des jeux qui sont différents. Ils mettent en avant parfois des questions, des quiz pour dire qui a déjà fait un plan A3, qui a déjà triché à l'école, qui a déjà volé quelque chose. Pour un peu plus les forcer à se révéler et à créer des affinités directement comme ça. Donc c'est un truc, je surkiffe cette émission. Pour moi, c'est, je pense, mon émission Netflix préférée dans le genre, quoi. Et là, il y a la saison 4 qui est en cours de diffusion en mai 2022, quand on enregistre, et je savoure ça, je dévore ça. Si on doit retenir un truc de cette chronique, c'est que regardez pas ça, parce que vous allez rester bloqué. Vous allez regarder vite fait pour voir, et ça va durer quelques heures. C'est peut-être un peu trop, alors que vous pourriez regarder, je sais pas, Lost ou jouer à Hades, par exemple. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut regarder ces trucs-là en se foutant de la gueule de l'émission à mort. Non, quoi. il faut pas. Moi, j'ai regardé la version Circle française juste parce qu'il y avait Cédric Doumbé en fait dedans. C'est qui? Qui est je sais, malheureusement les sports de combat, les Français on les connaît pas. Okay, et c'est un multiple champion du monde de kickboxing. Voilà, et donc le mec est millionnaire en fait. Et tu te dis mais pourquoi il est dans cette émission en fait? Parce qu'il se fait Ben non, il a une nana et tout. Mais il joue sa nana justement. C'est ça, non? Ouais, il joue sa nana. Une blonde d'origine russe, je crois, ou un truc c'est ça. Ok, je vois très bien. Et le mec, en plus, il avait un match pas longtemps après le tournage, tout ça. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Soit il était invité, soit. Il était très bon. Du coup, ça m'a intrigué, quoi. De me dire pourquoi un mec comme ça fait ça, quoi. Pour le kiff. J'attends avec impatience un Running Man version vraie, quoi, tu vois. Genre, voilà. J'attends ça, en fait, comme télé-réalité. Voilà. Pas mal. D'ailleurs, j'aurais dû faire ma chronique sur le prix du danger qui a été à l'origine de Running Man. Alors non, parce que l'origine de Running Man, c'est Richard Batman et c'est un écrivain qui a écrit un bouquin. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, avant encore, ouais. Ouais, enfin quand même, tu vois, les deux films, ils sont vachement... c'est un livre de Stephen King à la base. Hein, c'est pas... ouais. Non. Si. Non, c'est un livre d'un Français. Des années 60. Running Man, c'est un livre de Richard Bachman. Alors, j'ai plus la date. Oui, non, mais en fait, avant encore, il y avait un autre livre. Mais ça vient de là. Okay. Voilà. Mais non, mais je suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux, mais pour le coup, je suis surpris. Ok. Parce que on en reparlera. Je noterai cette information. J'ai vérifié. Règlement de compte. Ça sera peut-être dans un non, pas du tout. Règlement de compte. Débat intéressant. Je suis intéressé, quoi. J'avais terminé ma chronique. Ok, d'accord. J'ai des soucis avec. C'est bon, tout marche bien. J'avoue que tu restes quand même assez classique sur le format télé-réalité parce qu'ils ont quand même fait des expérimentations un peu plus expérimentales en termes de. C'est un jugement, mais je t'écoute. Ouais, c'est grave un jugement. Non, alors The Circle, j'ai pas trop accroché, même si j'ai trouvé ça divertissant. J'ai pas trop accroché, mais par contre, j'avoue que Love is Blind, c'était cool. Et j'ai bien aimé la version japonaise qui était quelque part pas totalement divertissante, un peu ennuyante sur les bords, parce qu'il y a vraiment des épisodes où il y a vraiment des épisodes où c'est contemplatif en mode je sais pas ce que je dois faire. Et c'est un épisode où tu les vois réfléchir. Tu sens qu'ils sont vraiment touchés en fait. Ouais. Je sais pas comment c'est dans en la fait, sur la version japonaise, il y a vraiment un enjeu qui est beaucoup plus sociétal et familial dans le sens où les mecs, c'est pas juste tu te maries et puis si jamais ça marche pas, tu divorces, tu vois. Il y a vraiment une considération qui est très très lourde derrière en mode c'est vraiment. Il y a des gens qui... en fait, t'as un dermato qui est là, qui a envie de fonder une famille. Il essaye de se caler avec une meuf qu'il aurait jamais rencontrée. Quand t'es dermato, c'est compliqué. Le premier là. Non, mais rien à voir. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai pensé... En fait, le premier truc... Et le mec, il est ultra posé, donc il a envie d'une vie de famille, machin. Et en fait, il se rend compte que la nana avec qui il s'est barré, c'est pas du tout en termes de personnalité, ça matche pas parce qu'en fait
Enfin, ouais, c'est tout le contraire, quoi. Elle est ultra colérique, ultra émotionnelle. Lui est ultra posé. Après, il y a un écart d'âge, je crois, entre les deux. Mais voilà. Et derrière, il pense 10 fois, tu vois, il veut pas la larguer parce que ça se fait pas, parce que c'est pas dans ses mœurs, parce que il veut pas passer pour un connard, tu vois. Et il y a vraiment un enjeu, une couche en plus qui est beaucoup plus lourde de sens quand c'est sur la version japonaise et qui est pas forcément là sur la version américaine, parce qu'en fait les mecs voilà, ils tentent et puis si ça match pas et tout. En plus sur la saison 1 de Love is Blind américaine, c'est pareil, moi j'ai fait un petit digging dans les comptes Instagram des uns et des autres. Et voilà, on en parle. Et Love is Blind, c'est pas le truc où ils se voient dans le noir. Ils sont dans le noir. Non. C'est en fait, ils sont dans des pods. Ils sont dans des pods c'est genre le plateau est organisé de telle sorte à ce qu'ils ont des pods individuels. Chacun rentre. Tu sais jamais qui rentre dans le pod en face de toi. Donc ça peut être des gens que t'attends ou des gens que t'attendais pas forcément. Et en fait, tu reconnais à la voix. Donc en fait, ils se voient pas et ils ont juste les voix. Ils peuvent s'échanger des trucs, a priori. Des objets ? Ouais. Ah, ils peuvent poser en amont dans la salle. Poser, genre même sur pendant, une étagère. ils peuvent. Genre Gloriole. Ça, c'est sur la version japonaise, mais je crois que sur Love is Blind américain, sur la première saison, il n'y avait pas ça. Ouais. Okay. Ils pouvaient se donner et du coup, la prod passait les objets aux personnes à qui c'était destiné. Mais c'est vrai que ça, c'est un ajout japonais. En fait, ils ont une étagère qui tourne et qui lie les deux pods. Ok. Mais ouais, je pense que des trois, c'est potentiellement celui que je trouve le plus sain en termes de speech, en termes de pitch, en termes de setup. Oui. Versus les deux autres qui sont un peu extrêmes. C'est vrai. Queutrus, c'est ton truc ou pas? Non, c'est mon truc, mais à plusieurs. On a toujours regardé à deux, je précise. Non, c'est le genre de truc où je peux m'amuser à vraiment me foutre de la gueule de l'émission ou essayer de deviner ou juste savoir comment est faite la prod, en fait. C'est intéressant. Genre The Circle, c'est hyper très intriguant de se dire que derrière il y a des mecs qui réécrivent les messages. Oui. Et la prod, elle est ouf quand même, parce que le montage, oui, franchement, ça on dit pas assez, mais la réal. Oui, la réal, pardon. Mais c'est le côté... les deux, oui. Ouais. Enfin, le côté, toute la partie montage où ils ont des rushs de tout le monde en même temps et ils synchronisent tout ça et tout. Enfin, je trouve ça trop stylé, quoi. C'est assez immersif, vraiment. Alors, ils synchronisent, ils choisissent, à mon avis. Oui, non, mais bien sûr. Évidemment, mais l'illusion. Voilà. Exactement. Mais je passe une petite annonce en te regardant dans les yeux, Queutrus, mais si un jour tu veux faire des soirées comme ça, moi je suis chaud de ouf. Non, en vrai, pardon. Avec les patronautes. Mais tu sais que j'y ai pensé, en fait, dès qu'Ania a dit pod, je me suis dit, putain, ça ferait un super murder ou une GN ou un petit huis clos. Oh putain, je suis chaud, c'est bon. Il y a un truc à faire, non ? Mais on fait ça pour de vrai ? En fait, on avait un projet de scénario qu'on a dans la boîte à scénario. C'est du speed dating, mais avec les personnages de contes. C'est trop bien ça. De contes et légendes, quoi. Ah vache. Ça faudrait qu'on l'écrive peut-être. Mais ouais, il y a plein de trucs à piocher là-dedans, ou faire des scénarios où tu joues que des personnages de soap, mais ça c'est compliqué. Parce que ça c'est compliqué. Il y a un GN déjà là-dessus, j'ai vu il y a pas longtemps. Il est bien. Et ouais, c'est vrai. Ouais, il est fun. Ouais. Il y a plein de trucs à faire en détournant, quoi. Mais quand c'est la réalité, c'est un peu. Bon, en même temps, les gens jouent des rôles, donc. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que je pense que. J'arrive pas à juger là-dessus. Je sais pas. Et en fait, il faut un élément quand même, un peu pour faire le distinguo. La drogue, ouais. Mais j'en ai déjà parlé plein de fois. Zef, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Je suis pas très fan de ça. Je suis tombé. En fait, alors, je suis un peu les recommandations d'Alex là-dessus, qui m'avait parlé du journal du futur là. Oui, vous en aviez parlé parce que c'est moi qui ai posé ça sur Slack. Et ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, je vous l'avais posé, genre. Je sais plus d'où c'était venu, et du coup, je l'ai regardé. J'ai adoré. Mais c'est une jolie histoire d'amour, en fait, qui est tournée par la prod, en fait. Qui est menée par la prod, et c'est assez cool. Ah oui, c'est quoi ce journal du futur ? En fait, c'est deux personnes. C'est japonais, c'est deux personnes, un garçon et une fille qui participent à l'émission. Ils se connaissent pas. Il y en a un qui vient, elle vient d'Okinawa, lui vient de l'autre du nord du Japon. Ouais. Et donc chance qu'ils se rencontrent absolument zéro à la base.
Et de fait, la prod dit voilà, vous avez participé, mais l'histoire est écrite dans le journal qu'on vous remet en début d'épisode. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'épisode. Donc, t'as le journal qui dit, je sais pas, ils vont se rencontrer au cinéma. Et en fait, ils vont au cinéma. Alors, c'est pas vraiment un cinéma, mais c'est dans l'idée. Et c'est là où ils se rencontrent. Et du coup, ils sont dans la salle, tous les deux. Ils savent pas qui est qui, mais il y a plein de monde dans la salle. La lumière de la salle s'éteint. Quand elle se rallume, il n'y a plus personne à part eux deux. Et eux, ils n'ont pas vu que les gens sont partis au fur et à mesure. Ah, trop bien. Et du coup, ils se rencontrent. Puis après, ça dit... Il y a des trucs... Mais c'est mignon parce qu'il y a un côté... tu sens le côté dating japonais qui n'est pas du tout le dating qu'on peut avoir en France, enfin en Europe ou en Amérique ou aux États-Unis. Parce que c'est très timide, en fait. Genre, à un moment, le journal dit... et elle lui prend la main. Ils se baladent dans la rue tous les deux et elle lui prend la main. Et elle regarde, dit non mais ça fait que 2 fois qu'on se voit, je peux pas lui prendre la main en fait, ça se fait pas. Et t'as un côté très et genre pendant 20 minutes elle est vraiment filmée en live où elle est en mode panique, je me rends pas compte, je peux pas faire ça et tout, si je fais ça qu'est-ce qu'il va penser. Et c'est marrant parce que quand elle le fait un peu mal, c'est et lui ultra maladroit qui se raidit d'un coup en disant qu'est-ce qu'elle vient de faire, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est mignon, prend la main. c'est super c'est assez mignon du coup mais tout est monté en fait. Tout est monté dans le sens, c'est forcément monté parce que c'est la journée. C'est Truman Show, quoi. Et du coup, la prod joue énormément sur l'émotionnel des deux personnes. Et je trouvais ça intéressant, mais en vrai, voilà, sans vos recommandations à toi et à Alex, j'aurais jamais regardé ça. Et Love is Blind japonais, je sais plus comment je tombais dessus. Bah, sûrement parce que t'as regardé ça. Et puis après, Netflix a commencé à te filer. Mais tu vois, je suis au 4e épisode. Je suis pas du tout un aficionado, j'arrive pas à regarder ça. À part Survivor, j'arrive pas à regarder des réalités. Bah, ce qui était bien avec The Future Diaries, c'est que les épisodes étaient quand même courts. C'était court, 20 minutes. 20 minutes, ça passe. J'avoue que Love is Blind, c'est des épisodes de 40-50 minutes et c'est quand même conséquent, quoi. C'est lourd. Tu joues à Hearthstone en même temps, enfin tu fais des trucs. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avoue que. Alors le Love is Blind japonais, pour moi, je peux pas parce que quand je regarde en VO, en vrai, j'ai du mal à écouter. Ça, c'est autre chose. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est un problème. Double écran, voilà. Et ben voilà, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur votre liste Netflix? Je ne sais pas, mais en tout cas on a les recos de notre John Couscous National. Et ben merci John pour cette chronique et ces recos. Et puis je crois que tout est dispo sur Netflix a priori. Attends, je suis en train de me faire la liste. Love is Blind, Ultimatum, The Circle. Et The Future Diary que je rajoute par-dessus parce que j'aime bien. J'aime bien m'incruster et prendre les chroniques des autres. Qui est pour le coup ultra japonais dans la prod, dans l'approche, dans la vision, dans le script. Mais si vous aimez ça, pourquoi pas. Et tout est dispo sur Netflix. J'adore parce que celui-là, j'ai souri quand j'ai écrit l'intro. C'est bien ça. Retour en 2017 à la sortie de cette incroyable adaptation filmographique de King. Et là, je lis le désespoir et l'incompréhension sur le visage de Zef parce que évidemment, c'était une inside joke qui a été faite quand je lui ai demandé quelle était sa chronique parce qu'il me l'a filé que aujourd'hui. Comme les gens tous les gens autour de cette table. Merde. Donc voilà, un point en moins. Je veux dire que c'est un traquenard pour moi. Non, j'avoue que je vais écarter que Trice de ce tas-là parce que. Ce tas, tu sais qui le tas. On est un tas. Je sais pas. Enfin, si c'est une 2, ça va déjà. Magic. Ouais, ok. Vas-y, continue. Un tas de cartes. Ok. Putain, bien joué. Voilà, tout ça pour dire qu'on va parler du film. Non, évidemment pas. C'est une blague, Zef, rassure-toi. Est-ce que tu nous parlerais pas plutôt d'un livre Un seul, non. D'un livre parmi un cycle de livres. 7, messieurs, mesdames. Alors, j'ai vu le film, par ailleurs, avant d'attaquer vraiment le cycle, et je vais m'expliquer. Ouf, ça c'est dur. Et maintenant que je suis sur la fin, j'ai pas fini le cycle. Je suis sur la dernière moitié du dernier tome, plus ou moins. Et je comprends pourquoi le film est comme ça, plus ou moins. Mais c'est tout ce que je me souviens, parce que je l'ai vu il y a longtemps. Donc, La Tour Sombre. Je sais pas vraiment comment j'ai tapé des trucs sur cette chronique, et à un moment, j'ai arrêté en me disant, je sais que je vais partir en couille. Donc, je vais partir en couille.
je m'excuse tout de suite, mais en vrai, ça fait depuis que je sais que je vais en parler, je me suis dit je peux pas en parler parce que c'est un truc qui a vraiment retourné ma vie sur énormément d'aspects et je sais pas, j'arriverai pas à le faire passer, donc je m'en veux déjà en me disant ça sera pas du tout bien fait et donc je m'excuse aux gens qui ont déjà lu ça et qui savent, eux savent. Voilà. Donc La Tour Sombre, c'est un cycle de bouquins de Stephen King. Je vais vous faire la fiche Wikipédia et je vous parlerai d'expérience derrière. Donc voilà, elle a été écrite sur une trentaine d'années. Elle a été inspirée par Stephen King par le poème de Robert Browning, qui est Le Chevalier Roland 120 à la Tour Noire. Elle raconte l'histoire de Roland de Gilead, c'est le nom du personnage principal, et de son cathète. Le cathète dans le roman, c'est ce qu'on appelle un groupe. C'est plus qu'un groupe, mais on va résumer à ça, qui vont se rendre à la Tour Sombre pour la sauver. C'est le pitch de base. C'est une œuvre qui est impossible à classer. On peut pas la mettre dans un genre, c'est impossible. Dedans, il y a, comme le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy, c'est impossible vraiment à classer parce que à la base, c'est un western qui est aussi de la science-fiction, dans lequel on mêle de la fantasy, de la magie, de l'horreur. Il y a des références à Harry Potter, il y a des références telles quelles Harry Potter, c'est cité dedans. Il y a des références à Star Wars, il y a des références à des comics, donc des Marvel et ainsi de suite. Tout est lié et je vais essayer de l'expliquer pourquoi, sans trop spoiler, mais c'est impossible à genrer en fait. À chaque fois que j'essaie d'expliquer qu'est-ce que ça raconte, je me rends compte que c'est ultra dur. L'édition s'étale entre 1882 et 2012, donc ça a été très long à écrire pour lui, et l'écriture, elle, commence en 1970. La première nouvelle du roman, qui est Le Pistolero, commence en 1970 pour King, et pour lui, ça va être une forme de calvaire de finir tout ça. Donc le premier tome est un recueil de 5 nouvelles qui va poser un peu l'univers et le personnage de Roland. King avait dans l'idée de faire sa grosse saga, son Seigneur des Anneaux à lui, sachant que le Seigneur des Anneaux, quand il l'a lu, ça a été son inspiration latente de tout ça, ainsi que tout ce qui est légende arthurienne pour 99,9% de tout ce qui est Heroic Fantasy aujourd'hui. Et le bon, la brute et le truand pour le personnage de Clint Eastwood, qui va représenter Roland tout au long de la saga. C'est vraiment lui, on ne va pas se cacher. Et c'est important de comprendre que, à mon sens, je parle que pour ma vision, et tout ce que je vais dire va parler vraiment pour ma vision de l'œuvre, j'inclus personne là-dedans. C'est important de comprendre que tout est là et c'est vraiment des éléments pris dans d'autres choses qui sont mis en place dans le roman lui-même, dans le cycle, et c'est volontairement mis comme ça. Il y a pas c'est pas une inspiration, ou quand il le fait, en tout cas, c'est clairement pris, quoi. C'est Clint Eastwood qui est dans le monde de la brute truand, c'est le mec qui a sa quête, qui va avancer vers sa quête, quoi qu'il en coûte. L'œuvre est... Vous sentez comment je sens, je monte déjà l'impression, je le sens déjà, j'essaie de me calmer là. L'œuvre est déclinée donc en 7 tomes de fromage, 7 tomes principaux et un 8e qui vient s'intercaler à la base entre le tome 4 et le 5, mais qui est le dernier à être écrit. Donc il y a le tome 1 qui est Le Pistolero, qui a été édité aux États-Unis en 1982. J'ai pas les éditions françaises, mais vous voyez. 91. 91 en France, ça m'a choqué. Je viens de regarder justement. Ah, t'as regardé? Ouais. Je pourrais savoir, merde. Non, pardon. D'accord. Ok, 82. C'est le recueil de 5 nouvelles, c'est le plus petit des romans. Il doit faire, je sais pas, 200 pages ou un truc comme ça. Il est vraiment minuscule. Minuscule parce que les autres tapent dans les 600 ou 700 pages. Ensuite, on a le tome 2 qui est les 3 cartes. Les 3 cartes dans le sens carte à jouer, c'est important à comprendre. Qui est édité en 1987, toujours aux États-Unis. Le tome 3, Terre perdue, 1991. Magie et Cristal, 1997. Les Loups de la Cala, en 2003. Donc là, on a un gap qui s'installe et je vais expliquer. Le Chant de Susanna, qui est le tome 6, en 2004. Et La Tour Sombre, en 2004 aussi. Notez effectivement l'enchaînement des parutions entre 2003, entre le tome 5 et le tome 7, qui s'enchaînent d'un an à chaque fois, 2003, 2004, 2004. Et le tome 8, qui est La Clé des Vents, qui est daté de 2012. Je vais pas l'inclure dedans, je l'ai pas encore effleuré le bouquin. Je suis en plein dans la Tour Sombre, dans le tome 7. À la fin du tome 4, à l'époque, donc en 97, King va laisser l'écriture en suspens. Il
il sait plus trop comment finir tout ça en fait. C'est énorme, ça prend un temps énorme, ça prend une ampleur dans l'édition et dans les gens enfin ses fans. Vraiment, ça prend une ampleur assez forte pour lui et tout est trop gros pour lui en fait. Il n'arrive plus à le gérer. Donc il va le laisser de côté et ça va énerver un peu les fans entre guillemets. Alors, je crois que c'est enfin, il a reçu une menace de mort, mais je crois que c'est un fake à confirmer. C'est marrant de la part de King qui n'arrive pas à gérer quoi. Ouais, ça s'explique un peu. Il y a beaucoup de choses perso. Je vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite je me donnerai des références à lire et à écouter derrière si vous voulez vraiment vous installer là-dedans. J'ai découvert un truc monstrueux en fait qui m'a pris énormément de temps de vie. Mais pour l'histoire, il va vraiment recevoir des lettres de condamnés à mort. En mode, mec, on a envie de savoir comment ça se termine avant de crever. Si tu mais peux non. dire. Ouais, et il donnera jamais suite en fait. Il va jamais répondre, truc comme ça. Tu m'étonnes. Et cependant, le 19 juin 1999, King a un accident de voiture très grave où il frôle la mort. Quand il sort de cet accident, avec énormément de séquelles sur plein de choses, parce que c'est quelqu'un qui a un ancien addict à la drogue, ancien alcoolique et tout ça, et vont sortir d'un accident ou un filer de la morphine, tout ça, bon, c'est pas forcément très bon. Et donc quand il sort de tout ça, il se dit qu'il doit finir ce roman, ce cycle, et il va enchaîner les 3 derniers romans, donc Les Loups de la Cala, Le Chant de Susanna et La Tour Sombre, 2003-2004. Et ça se sent énormément quand on les lit, que tout s'enchaîne vraiment fort et qu'il a envie de clôturer les choses. J'y reviendrai plus ou moins. Cette œuvre, c'est une œuvre centrale dans l'univers de Stephen King, a énormément de titres. La tour, c'est une représentation c'est une forme de colonne vertébrale de son univers. Tout est connecté à elle. Quand je dis que les mondes de King sont connectés à elle, c'est pas une image, c'est exactement comment il voit les choses. Il le voit, lui, je sais plus si je l'ai dit, non, j'ai dû sauter une ligne quelque part. En fait, il en parle lui-même comme le Jupiter de son système solaire, de son imagination, en fait. Donc c'est vraiment fort pour lui. Si vous êtes déjà des lecteurs de King, ne serait-ce que, enfin pas forcément assidus, mais vous devez plus ou moins déjà le savoir, mais tout dans les romans et les nouvelles de King sont plus ou moins connectés. On trouve des références à tout dans ses œuvres. Dans Salem, la ville de Salem est citée dans le roman Cimetière. On y trouve aussi la tombe de Cujo, qui est un de ses bouquins aussi. Le shérif Pangborn, qui est un héros, est au cœur du roman de Bazar, mais il apparaît aussi dans un autre roman qui s'appelle La Part des Ténèbres. Le Shining, très connu, est cité dans beaucoup d'œuvres derrière. Pennywise, le clown de Ça, est cité dans d'autres œuvres aussi, où on en retrouve son nom plusieurs fois. Donc voilà, les interconnexions dans l'univers de King, c'est pas une surprise en soi. Pour autant, la Tour Sombre, c'est vraiment le centre de tout ce qui existe dans son univers. Chaque œuvre y a sa place. C'est ce que énormément de choses les connectent. C'est ce qu'on va appeler des étages de la tour, carrément. Salem, Le Fléau, Insomnie, Cœur perdu en Atlantide, et il y en a d'autres. Brume. C'est une partie des références majeures qui sont dans le cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Le Fléau, je ne l'ai jamais lu. Je me suis retrouvé à un moment en disant ça, c'est quoi en fait? Et je me suis renseigné, et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans Le Fléau. Donc, le monde est connecté, en fait. Tout ce que je viens de dire, c'est trouvable sur le net, hein, c'est du Wikipédia pur et dur. Donc, je vais maintenant essayer de ne pas trop partir dans tous les sens et vous expliquer comment moi, je suis tombé dans cette œuvre. Donc, j'ai toujours lu du King à la base, quand j'étais gamin. J'ai commencé par Cujo, je devais avoir, 14 ou 15 ans. J'ai enchaîné d'autres livres. Mon frère en avait beaucoup aussi à l'époque, il en lisait pas mal, donc je piochais un peu dans sa bibliothèque. Je me suis fait offrir un cimetière à Noël. J'ai lu Bazar, La peau sur les os, La part des ténèbres, Salem, Peur bleue, que je conseille pas, Running Man, pour le citer. Et à un moment, je suis tombé sur Le Pistolero, donc c'est un petit bouquin. Mon frère avait les 3 cartes qui étaient sorties à l'époque, je l'ai jamais lu derrière. J'ai juste lu Le Pistolero et je me suis dit, je ne comprends pas ce que je suis en train de lire. Vraiment, que je suis sorti à la fin de ce truc en disant, je suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai lu. C'est la première phase de base, c'est et le pistolero chasse dans le désert l'homme en noir qui le fuit, ou un truc du genre. Donc c'est vraiment ça. Et en fait, on va lire pendant le premier tome un pistolero, c'est-à-dire vraiment un cow-boy quoi, qui va traverser le désert et arriver dans des villes
et essaye de trouver l'homme en noir que lui poursuit. Et l'homme en noir, on ne sait pas trop qui c'est. On apprend que c'est un des méchants, grosso modo, du monde, qu'il suit. Et en fait, il a sa quête de la tour sombre. Donc ça, je l'ai lu je devais avoir 16 ans. Je ne pouvais pas faire le calcul, c'était il y a plus de 20 ans. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, je finis un bouquin, je vais au Fige, je finis mon bouquin dans ma liseuse et je demande à quelqu'un que je connais qui m'envoie la suite de ça, parce que je commence à écouter des podcasts sur King, sur Podcut, qui s'appelle Le Roi Steven, que je conseille par ailleurs. Il y a beaucoup de sel dedans, mais il y a des bonnes choses. Et du coup, je me dis, tiens, il parle en référence de la tour sombre pour beaucoup de choses. Et je me dis, tiens, je sais que le cycle est fini, pourquoi pas me lancer? Et donc, je commence à lancer les 3 cartes, le 2e tome. On est fin février, fin avril, je me suis avalé 5 tomes entiers. J'ai lu environ un tome par semaine et demie, j'ai lu un tome. Je me suis enchaîné les trucs. Bref. Et c'était tellement intense pour moi que j'en ai rêvé la nuit, quoi. J'ai fait des rêves de la tour sombre. J'ai fait des rêves où je me réveillais en pleurs parce que mon rêve était connecté à la tour sombre et je chialais parce que la tour que je trouvais était détruite. Enfin bref, je vais rentrer dans le détail. C'était assez intense et j'ai acheté 4 ou 5 bouquins qui sont autour de la tour sombre, qui expliquent le cycle, qui vont expliquer le cycle. J'ai acheté des bouquins qui expliquent les termes qui sont utilisés dedans et les lieux et les personnages. Là, j'attends de recevoir une carte, une mind map, grosso modo, de tout ce qui est connecté à la tour sombre et dans quel cas. Ça me hante beaucoup. De tous ceux avec qui j'ai parlé de la tour sombre et qui ont lu le bouquin, et ils ont dit, il y a un avant et un après. Quand tu as lu ce cycle-là, il y a quelque chose qui change. Pas dans ma vie, mais il y a un truc qui change. Et franchement, je suis en train de le subir en pleine gueule parce que j'arrive sur la fin et il se passe beaucoup de choses sur la fin. Et c'est triste. Parce que je sais que ça arrive à la fin. Et j'ai pas envie que ça arrive à la fin du tout. Cette quête, c'est Roland qui va former son groupe pour aller sauver ce qu'il appelle la tour sombre. Il sait pas encore ce que c'est, mais il va suivre en fait son instinct et suivre son destin sur ça. Roland, c'est le dernier des pistoleros, c'est le dernier cow-boy de son monde, dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui aurait pu être le nôtre mais qui ne l'est pas, qui est détruit, qui n'a plus de logique temporelle. Le temps s'est allongé et à un moment il s'est accéléré. Le nord n'est plus forcément au nord. Les créatures qui vivent dans ce monde ne sont pas forcément humaines. Le Shining existe, mais il y a d'autres choses qui existent aussi. On y trouve des choses des grands anciens, c'est cité comme tel, Lovecraftien ou pas, je sais pas. On y trouve des technologies plus avancées que les nôtres dans notre monde à nous, qui est lui-même connecté à la tour. J'insiste là-dessus, parce qu'il va avoir des interconnexions avec notre monde dans un temps différent, dans les années 70, dans les années 80. Et en fait, donc le premier tome, c'est vraiment installer le personnage de Roland. Le second tome, c'est une exposition de son groupe et de comment il va trouver ses compagnons de groupe, les 3 cartes, et comment il va les amener à lui pour grosso modo partir en quête de la tour sombre. Donc en fait, il faut s'avaler grosso modo 800 pages avant de commencer vraiment la quête et comprendre ce qu'on est vraiment en train de lire. À partir du 3e tome, c'est absolument que du bonheur. J'insiste dessus. Mais c'est c'est une œuvre qui, moi, me bouleverse pour plein de choses. Je trouve que l'écriture, c'est du King, on aime ou on n'aime pas, mais l'écriture est complètement différente du King classique, en fait. Pour moi, King, il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire ses fins. Il arrête ses histoires d'une page à l'autre parce qu'il ne sait plus quoi. Enfin, il sait plus quoi écrire. En tout cas, il a fini son histoire, donc il l'arrête. Mais ses personnages de base sont toujours extrêmement creusés. Il sait poser une ambiance de western dans un livre qui n'en est pas vraiment. Il y a très peu de phases d'action, mais quand elles sont là, elles sont ultra intenses. Je pense tout le temps à la scène de Bon, la brute et le truand dans le cimetière à la fin, où tu as 5 minutes d'exposition ou de musique, où tu as des regards qui se posent, je sais pas ce qui va se passer, et l'action se fait en 3 secondes, même pas, c'est trop long, presque c'est 1 seconde et demie. Et c'est à peu près ce qui se passe dans ce livre-là. Il y a beaucoup d'expositions, beaucoup d'attentes, beaucoup de palpation du monde et de comprendre comment le monde interagit avec les gens, et en fait à travers tout ça t'as vraiment
je sais que j'en parle mal. Et mais ça, pour moi, c'est du King. Mais dans ses autres romans, il le fait beaucoup. C'est des longues l'exposition et le temps d'attente et ainsi de suite. Et à un moment, l'action arrive et tout se termine. Là, c'est juste qu'il arrive à créer un monde qui est complètement dystopique, chronologiquement pas clair. Tout est lié. C'est-à-dire que il parle souvent du cas, ce qu'ils appellent le cas, c'est le destin en fait. Et le cas veut que les choses se passent comme ça. C'est le destin pur et dur. Mais le cas, ça a une autre signification de lien entre les gens, de plein de choses. Et du coup, le fait est que il y a un niveau de méta dans ses propres bouquins et le lien qu'il peut avoir dans d'autres bouquins, les personnages que tu vas recroiser, si tu les as lus ailleurs ou pas, la façon dont il fait comprendre pourquoi la tour est importante ou pourquoi les événements qui se passent autour sont importants et pourquoi en fait on est dans l'entre-deux-mondes et pourquoi j'arrive pas à exprimer tout ça, mais putain, c'est tellement fort. Je te jure, j'en suis ma boule en ce moment, quoi. Je n'arrive pas à me détacher de ce qui se passe dans ce roman. Et donc du coup, je vais finir là-dessus. Je sens que je me perds. Vraiment, lisez La Tour Sombre. Vraiment, je sais pas comment expliquer ça. Quand vous arrivez, si vous accrochez au premier roman, si vous aimez ce côté western, un peu personnage vraiment atypique. Roland est complètement atypique. C'est le mec qui va, quand je dis qu'il est prêt à tout pour arriver à sa fin et à ses fins, il le fera, quoi. Genre, il va avancer parce que là, et il y a plusieurs fois où les personnages se disent, il est capable de me tuer pour avancer en fait, pour arriver à sa mission. Et je ne suis qu'un moyen pour y arriver en fait. Et voilà. Et il y a un côté complètement fou là-dedans. J'insiste sur le niveau de méta où il y a des sous-lectures de plein de choses et comment le bouquin lui-même fait référence à lui-même sur du long terme. C'est affolant. Et pourquoi on peut citer Harry Potter et Star Wars et se dire c'est logique parce que c'est complètement connecté à la tour. Ça va avec en fait. Et voilà, c'est fou. Enfin, je suis sûr que vous avez rien compris et je m'en veux parce que c'est pas ouf. Et en vrai, ouais, non, c'est je trouve que c'est assez clair en vrai. Voilà. Enfin, je sais pas, non. Si, c'est clair, mais moi j'avoue que j'étais. J'ai pas lu le cycle du tout. Je pense que j'ai été comme toi. J'ai lu le tome La Tour Sombre et j'ai rien compris. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de lire quoi et c'est quoi ce truc, tu vois, c'est genre, le dernier tome. Ouais, et je savais pas, et je savais absolument pas que ça faisait partie d'un cycle. Donc en fait, tu vois, je l'ai pris à part et je me suis dit bon bah c'est comme les autres bouquins, je peux le lire comme ça et puis j'aurai forcément une ou deux références, tu vois. Mais et alors pour l'anecdote, il y a pas moins de 30 références à des œuvres de King à l'intérieur des. Ouais, je pense que c'est le minimum. Ouais. C'est fou. C'est complètement fou. Je sais pas comment expliquer vraiment la profondeur de ce truc. Je comprends qu'on puisse pas accrocher, je comprends qu'on puisse pas aimer. Et j'entends les détracteurs. Moi, c'est un truc qui m'a bouleversé en fait de bout en bout, quoi. Les personnages, je les kiffe, mais je les surkiffe, quoi. J'ai peur d'arriver à la fin en fait. J'ai pas envie d'arriver à la fin. J'ai pas envie de quitter ce monde-là. J'ai pas envie de quitter ces personnages. J'ai envie de continuer à lire ça et à m'inspirer de ce qu'il fait pour me donner des idées sur d'autres choses. Et j'ai envie de garder cette ambiance. Putain, on a un tome 4 qui se passe dans l'enfance de Roland et c'est ma boule, quoi. C'est complètement ma boule. C'est du bon western comme il faut, avec tous les méchants qui sont bien construits et qui font en plus des références à ce que tu verras plus tard et ainsi de suite. Putain, je sais pas comment expliquer. Et pourtant, King, j'avais un peu décroché depuis longtemps, quoi, tu vois, en me disant bon, ok, c'est de la lecture un peu en fait, j'ai une pile de lecture, mon gars, laisse tomber, quoi. J'ai au moins 10 bouquins à lire qui font que référence à lui en ce moment. J'ai acheté un bouquin pour enfants qui est référencé dans le livre de La Tour Sombre, quoi, tu vois, en me disant je suis obligé de l'acheter en fait. Et c'est vraiment trop bien fait, quoi. Genre, voilà. Et justement, t'as pas peur de te spoil si tu lis d'abord ça avant de finir l'histoire? Non, en fait, il y a plein de choses que on appelle ça les concordances, c'est deux gros tomes de fromage, de bouquins qui sont une forme de dictionnaire en fait, en mode voilà, tous les lieux de la tour du cycle, tous les personnages et machin, et en fait tu vas chercher là-dedans l'information que tu as besoin de connaître. Et en fait j'ai lu le premier tome fait référence au tome 1, 2, 3, 4
Et le deuxième phone fait référence à la fin. Et donc le deuxième, j'ai fait mes petits stickers de lieux, de machin et tout. J'ai une liste sur le téléphone de noms et de trucs que je dois aller regarder après, mais qui s'incluent. J'ai exactement. Et je sais que j'irai les chercher après parce que j'ai envie de savoir plein de choses. Le bouquin de référence qui est un truc VO qui est en mode Road to the Dark Tower, qui va reprendre tout et expliquer un certain truc que tu n'as pas forcément compris quand tu as lu le bouquin à qui fait référence quoi et ainsi de suite. J'ai donc ce bouquin pour enfants qui est à un moment cité dans le bouquin, donc je suis allé le chercher quand même sur le net en me disant ça existe vraiment et j'ai acheté. Bref, c'est parmi tous les cycles SF, fantasy que tu as pu lire. C'est le top. C'est vrai. Je suis désolé pour ça va faire mal au cœur. Ça détrône le Seigneur des Anneaux pour moi. Ça détrône, mais ça c'est pas compliqué. Ça détrône. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que ça. C'est difficilement comparable avec Game of Thrones par exemple. Mais Game of Thrones pour moi c'est moins bien en fait aujourd'hui que ça, quoi, parce que ça m'a moins impliqué et pour d'autres raisons. Mais pour moi c'est un truc, c'est ma boule. Je ne peux dire que lisez ce cycle, c'est affolant, quoi. C'est affolant. Je comprends qu'on n'aime pas, mais c'est vraiment ça fait référence à tout, quoi, à tout le temps, à ta vie, à tout le temps. Non mais à ta vie, quoi. Vraiment le monde réel est dedans techniquement, tu vois, il arrive à connecter tout ça en fait. Et il y a plein de trucs, c'est fou, quoi. Et il y a plein de zones d'ombre dans son monde. T'as envie de dire, écris-moi des trucs dedans, quoi, tu vois. Ou pas. Non, il le fera jamais parce que, il a expliqué que le cycle pour lui était fini. Enfin, l'histoire de Roland était terminée, donc il écrira plus dessus, a priori. Et peut-être qu'un jour il fera un autre truc sur la Tour Sombre. Mais en vrai, dès qu'il écrit un bouquin, il est connecté à la Tour Sombre. Donc en vrai, il écrit toujours sur elle directement. Et il y a des comics qui sont sortis que je n'ai pas lus mais qui sont a priori basés sur la jeunesse de Roland, qui sont en train d'être édités, je crois, que j'irai choper par la suite. Clairement, je ferai un épisode de Comics Podcast dessus, je m'en bats les couilles. Je ferai un truc dessus. Il y a donc le film que je reverrai sûrement après avoir terminé pour essayer de comprendre ce qu'ils ont fait dedans, parce que voilà, il y a une série, je crois qu'Amazon devait faire mais qui a été annulée après pilote, je pense qu'il aurait dû être absolument merveilleuse. Et voilà. Et si vous voulez vraiment avoir du beurre à mettre sur tout ça, donc le podcast, donc le Roi Steven, c'est Podcut qui produit ça, qui fait des résumés de tous les bouquins, qui parle après des références et des trucs comme ça. Il y a plein de trucs, je suis pas d'accord avec eux, mais voilà, hein, chacun sa vision, j'ai envie de dire. Et le site de Stephen King France qui m'a beaucoup aidé pour plein de choses sur les références et du truc. Voilà. Et ben voilà, tu t'en es sorti, Zef. Non, en vrai. C'est pas assez bien, je suis désolé. Non, c'était cool. Voyant les regards de John et de Cutrus. J'étais subjugué, moi, franchement. Ouais, je pense que t'as vraiment, donné très envie. Et moi, ça m'intrigue parce que j'ai quand même bon, après j'en ai pas fait beaucoup des gros cycles. Je pense que dans le tas il y a l'Assassin Royal qui est questionnable, qui est pas forcément très bon dans tous les tomes, mais qui est bon sur la longueur, et les Princes d'Ambre de Zalzani, qui sont un peu mes deux indétrônables. Du coup ça m'intrigue, j'ai envie d'un peu de nouveauté. Ouais, je pense que je me lancerai dessus. John, ça t'a donné envie? Moi, je lis pas beaucoup, déjà dans la vie. Ouais, je sais. Donc là, si tu me dis, il faut lire 800 000 pages, ça va être compliqué. Alors, c'est un peu moins de 5000 pages. Ouais. J'ai tourné les yeux quand t'as dit 5000. Mais non, après, je comprends que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, assez central. C'est un peu la colonne vertébrale de sa carrière, où tout est relié, tout le reste et tout, et je trouve ça assez fascinant. D'ailleurs, je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que cette chronique t'as un peu dépassé, dans le sens où t'as pas réussi. Enfin, je pense que t'es pas fier de ta chronique. Non, clairement, c'est ça. J'arrive pas et pourtant, à exprimer ce que je. Ouais, voilà. En fait, t'as eu trop d'émotions et t'as pas réussi à le sortir à l'écrit ou à l'oral. Et je comprends parce que le truc est tellement, enfin le truc, hyper péjoratif. L'univers est tellement riche, tellement, vaste, et il y a tellement de références surtout que c'est difficile, clairement, en 15 minutes d'expliquer la vie d'un mec qui a fait énormément de trucs. Et vu que j'aime bien les détails, j'ai regardé cette histoire d'accident qu'il y a eu en 99.
En fait, je pense qu'il a eu un déclic comme il l'a dit, comme tu l'as dit. Mais en fait, il était tellement quand il a eu ce choc évidemment physique, mais il s'est dit je vais racheter le camion pour pas que des fans puissent après s'approprier le truc et se disent c'est le camion qui a renversé King quoi. Donc tu vois, je pense qu'il a vraiment un univers à part ce monsieur et cette anecdote un peu triste. Voilà, c'est vraiment l'image de ce truc là, mais je sais pas si un jour je le dirais. En tout cas, j'ai cru comprendre que si je disais le tome 1, je vais pas forcément kiffer non plus. Donc, enfin, le tome 1, le tome. Ouais. Et mais en vrai, je sais pas si j'aurais l'énergie pour le faire, mais si je le fais, je pense que je kifferais. Ouais, c'est délicat. En plus, le tome 1, il est vraiment, comme c'est un recueil de nouvelles, de 5 nouvelles, il y a des trucs qui sont bizarres. Il a réécrit derrière, mais il y a toujours des trucs qui sont bizarres. Il a changé certains aspects de Roland dedans, qui je trouve questionnable pour ma part. Mais voilà, et c'est marrant parce que du coup, moi j'ai lu le bouquin du tome 1 avant qu'il soit réécrit. Et du coup, quand j'ai écouté le résumé qu'on avait fait le roi Steven dessus, je me disais, mais non, c'est pas ça qui se passe dedans en fait. Cette action est fausse. Et en fait, du coup, il questionne même le truc en disant, tiens, j'avais un souvenir différent. Et en fait, c'est la partie réécriture de King qui vient s'appliquer dessus et qui change pour moi un aspect énormément fort de Roland sur le truc. Et c'est intéressant qu'il l'ait changé par la suite. Et juste pour finir, j'arrêterai avec ça. En fait, c'est un peu ce cycle, c'est un peu une énigme, grosso modo. En fait, vous allez le commencer. Il y a plein de trucs qui vont popper en mode ok, pourquoi ça ? Pourquoi ce chiffre ? Pourquoi ce signe ? Pourquoi on parle d'un truc un peu bizarre ? Tu vois, il y a beaucoup de termes, K-tête, le K, le charioterie. Il y a plein de termes qui sont donnés, qui sont plus ou moins expliqués. Et en fait, à chaque fois que vous allez plus tard, dans le tome suivant ou vraiment vers la fin, des trucs qui vont se débloquer. Oh, putain, c'est vraiment c'est une résolution quoi. Tu dis, oh putain, c'est ça en fait le truc. Et en fait, j'ai avancé tout du long de ce truc en me faisant des théories quoi, en me disant, je suis sûr qu'en fait, la tour, elle est pas physique. Je vois pas arriver le héros devant une tour, c'est pas possible en fait. Donc je pense que la tour, elle est métaphorique. Elle représente l'agglomération des mondes entre eux et comment ils sont connectés, parce qu'il y a des moments où ils changent des tâches de la tour sans vraiment le savoir. Donc je me dis qu'en fait, elle doit avoir cette forme-là. Et en fait, plus j'avance, je me dis, ah non, en fait, elle doit vraiment avoir un effet physique bizarre, parce qu'on parle de monter ou en haut de la tour. Et en fait, voilà, c'est le genre de bouquin qui fait cet effet où tu y penses en permanence, tu te dis, ok, comment ça va se dérouler, et j'ai envie de savoir, mais j'ai pas envie de deviner correctement. Et quand tu devines, t'es content, tu te dis, putain, je savais que ça allait se dérouler comme ça. Et il y a vraiment c'est des putains de fusils de Chekhov, quoi. Le mec, il pose des trucs, tome 2, et il te les balance, il te les résout tome 5, et c'est ma boule, quoi, tu vois. Et... C'est un peu comme Lost, finalement. Tu tapes 5 saisons pour comprendre la question que t'avais saison 1, quoi. Arrêtez. Non, mais c'est vrai. Je comprends du coup ton amour pour Lost. Ouais, donc Trust, tu nous disais que de toute façon, toi, t'étais convaincu, mais j'avais l'impression que t'étais plutôt familier avec. Après, je pense que t'as lu du King, forcément, mais. J'ai lu du King, mais pas tant que ça. Je sais pas, j'ai dû en lire moins de 10, c'est sûr. J'ai compris, pas tant que ça. Stylé. Le clone. Pas tant que ça. Mais ça, je l'ai lu 3 fois, je crois. Mais parce que c'est fantastique, il faut le lire, ça c'est génial. Ouais, Bazar, c'est un peu plus compliqué, j'avais lu aussi, mais Bazar est tellement bien. Putain. Il est bien, mais peut-être la traduction, je le trouvais un peu lourd en fait. Trop de descriptions, bref. Et ça c'est le Pennywise, c'est marrant. Ouais. Pour l'anecdote, j'avais vu le téléfilm de M6 à l'époque. Ouais, moi aussi. Ça m'avait terrorisé. Ouais, j'avais 12 carrément. Tout le monde. Et genre un an après, je me suis dit, je vais lire le bouquin pour essayer de démystifier. J'ai jamais fini le tome 1 en mode en fait ça m'a pas démystifié le truc du tout quoi, tu vois, et du coup j'ai jamais fini. Il est super bien, ça, il est très profond. C'est bien de le lire adulte d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses que tu comprends, en fait, il y a plein de lectures dans ce truc. Mais bref, non, en fait, j'ai été subjugué parce qu'en fait, il décrit un état que t'as souvent qu'avec la lecture. C'est pas tout à fait vrai, mais quand même beaucoup avec la lecture. Ne serait-ce que sur la longueur et sur cette espèce de choses qui nous dépassent, comme disait John en fait, qui est trop grand pour nous. Et moi je pense que j'ai aussi fait des chroniques comme ça où je savais pas trop quoi dire et que j'avais envie de dire que c'était génial. On peut dire la même chose quand on a lu La Horde du Contrevent. Bah oui, mais c'est pas pareil parce que c'est pas sur la longueur. Et alors du Contrevent, c'est pire parce que t'as le compte à rebours et tu sais quand est-ce que ça va finir.
Il y a plusieurs aspects. Il y a le truc de l'obsession dans un bouquin, l'attachement au personnage, le fait de toujours vouloir le lire. Moi, je me souviens de cycles comme ça où au boulot, je m'arrêtais, j'allais aux toilettes pour lire des passages, tu vois. Et en fait, ce truc, il est incroyable et ça te dépasse, ça te prend aux tripes. Et il y en a beaucoup de cycles comme ça. Bon, ça peut être le Seigneur des Anneaux. Moi, c'était plutôt le Silmarillion dans cet univers-là. Il y a Endymion, il y a Ilium, il y a le cycle des noms A, il y a Fondation d'Asimov. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément de grands cycles comme ça. La Roue du Temps, t'as cité les 9 Princes d'Ambre. Et en fait, c'est génial. En fait, il y a que la lecture qui te permet vraiment de te plonger là-dedans. Même si après tu peux retrouver avec des longues séries, il y a ce côté-là. Quand tu parles de la fin qui arrive, moi, je pense à 2 choses, essentiellement à 2 séries, c'est Battlestar Galactica et Sur Écoute, où j'ai chialé à la fin parce que c'était fini et qu'en fait t'as plus ta drogue, tout simplement. Je veux dire, c'est que ça, quoi. Et parce que tu t'attaches tellement au personnage et à l'histoire que t'en veux encore. Et en fait, c'est moi du coup j'ai vachement envie de lire La Tour Sombre parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu ce truc là avec de la lecture parce que j'ai pas lu des grands cycles. Le dernier c'était peut-être Game of Thrones et bon voilà. C'est pas fini. Moi je suis vachement revenu sur Game of Thrones et c'est pour ça que j'ai arrêté Whisperos en partie aussi, c'est parce que j'aime plus Game of Thrones et que je trouve ça pas si bien que ça au final, tu vois, que ce soit les séries ou les bouquins. Mais il y a ce truc là et c'est vrai que moi j'ai voulu lire La Tour Sombre et on m'a dit en fait c'est nul. On m'a dit c'est pas bien, c'est nul. Je peux entendre quand même pas. Hein. On m'a dit c'est vraiment un très mauvais King, c'est un de ses plus mauvais. Et en fait, de ce que tu racontes, je commence à comprendre un peu pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un truc qui se construit sur le temps et qui a l'air assez complexe. Et en fait, toute la réflexion autour de son univers, des références qu'il entremêle, de ces espèces de liens psychanalytiques de ses créations et entre ses univers. La Tour Sombre, effectivement, quand on a parlé, moi je me suis dit aussi, en fait, c'est pas une vraie tour, c'est un imaginaire, c'est sa projection, tu vois, bref. Non, mais toi, je sais que tu vas kiffer. Ouais, non, mais là, tu me fais grave kiffer. J'ai des moments de l'histoire, je me dis, mais putain, tu vas bander, mon gars. Et je pense que t'as pas raté ta chronique du tout. Je pense que t'as donné envie, t'es, je pense, assez clair sur ce que tu ressentais et sur l'intérêt qu'il peut y avoir à lire ce genre de bouquin. Et en étant honnête en plus, parce que le côté laborieux des premiers tomes, etc. Et tu vois, je parlais du Silmarillion. Le Silmarillion, c'est exactement ça. T'as un côté laborieux au début, avec 3 marque-pages, parce que tu vas commencer à lire un peu le bouquin dans tous les sens. Mais en fait, à partir du moment où tu rentres dedans, t'as une espèce de kiff intellectuel qui est indépassable, en fait. Tu vois, à la fin, tu ressors de là, tu dis, putain, ça fait du bien, quoi. T'es hyper bien, mais c'est vrai que ça demande un effort. C'est vrai que c'est un peu douloureux, peut-être au début, mais c'est des choses. C'est toujours le cas. Moi, j'ai pas démarré un seul cycle. Où j'ai le souvenir d'avoir surkiffé dès le premier tome, tu vois. Il y en a qui sont plus faciles, tu vois. Il y en a qui sont plus faciles d'accès, effectivement, mais surkiffé au premier tome. Il faut arrêter ce mythe parce que ça n'existe pas, en fait. Je veux dire, c'est des cycles parce que ça demande du temps, parce que ça demande de l'investissement. Tu citais l'Assassin Royal. Ouais. Je trouve que c'est un très bon exemple de cycle qui se commence très facilement. Ouais. Même Harry Potter, on peut dire que c'est un cycle Harry Potter, tu vois. Après, l'Assassin Royal, c'est combien? C'est une quinzaine, 13 tomes? Ouais, et puis après, il y a après, il y a le qui est encore mieux, là. C'est quoi? La suite avec le bouffon. Ouais. Le bouffon et l'assassin. Le bouffon et le roi ou... Non, machin, navigateur marin, truc bidule. Non, navigateur, c'est un autre cycle. C'est un autre cycle, je parle de ce cycle-là, ouais. Ah oui, oui, je vois tout. Bref, voilà, c'est des gros cycles. Même le Disque Monde dans un autre registre, c'est une espèce de cycle. Je sais pas, mais bon, de Pratchett, je trouve ça c'est mauvais, long. J'arrive pas à lire ça. C'est vrai. Je m'ennuie. T'as lu De Bons Présages? À chaque fois, on me dit non, mais t'as pas lu le bon. Putain. Alors, au moins, non. J'ai lu OK, j'ai fait OK, c'est bien, mais en vrai, ça Le Peuple du Tapis. Au moins. Je dirais sûrement, mais. Ok, un autre alors. Un autre, vas-y vite. Bon, je lis H2G2, c'est pas du Pratchett, c'est pareil. Ouais, bref, quoi. Non, enfin bon, voilà, ouais. Moi, je pense que effectivement, je vais me les bouffer aussi. Est-ce qu'ils ont un comment dire, un collector où t'as tout réuni? Parce que j'avoue. Alors, il y a 2. Putain, j'ai hésité à les acheter il y a un petit moment déjà. Il y a deux tomes français qui sont sortis, c'est pas des compendiums, c'est des, je sais pas comment on appelle ça, qui est en 2 gros volumes, qui réunit tout, qui sont limités 6000 exemplaires, qui se revendent 150 balles pièce sur le net. J'ai hésité à les acheter déjà. Et j'étais en mode,
Bah si, en vrai, 150 balles, ça les vaut. Est-ce que c'est des beaux volumes? Est-ce que c'est des beaux volumes? Je sais pas, je les ai pas vus en main en fait. Tu vois les photos, je me dis ça vaut le coup et tout. Franchement, 150 balles, j'ai 300 balles de bouquin, ça vaut le coup. C'est comme, je sais pas si t'as vu. Alors rien à voir avec les cycles ou la fantasy ou la SF. Si Fahrenheit, ils avaient fait un bouquin. Enfin, il y a une maison d'édition qui s'est amusée à faire des bouquins où genre c'est des pages que tu dois brûler. Ah ouais. Ouais, non, c'est dur ça. Faut pas l'acheter l'occasion du coup. C'est un livre legacy. En fait, c'est des pages que tu dois brûler pour faire découvrir le texte. Ouais. Ok. Mais là, du coup, donc il y a ces deux trucs là qui font les trucs. Les concordances que je parlais, qui sont qui font toutes les références de King en français, se vendent très cher. Je les ai, le premier tome, je l'ai acheté 80 balles, je crois. Et voilà. Donc ça donne l'idée en fait du truc, mais c'est des trucs parce qu'ils sont plus édités. Juste le jour où ils seront réédités, il y aura plus de problème. Mais aujourd'hui, ils sont plus édités et c'est même pas ces trucs-là, c'est même pas King qui les a écrits. C'est vraiment une autrice qui les a écrits à côté, qui s'est fait ça. Et King se base sur ces trucs-là pour finir certains trucs aujourd'hui. Ah, c'est drôle. C'est marrant. Ouais. Donc voilà. Ok. 80 balles, je crois 50 balles. 50 balles. En vrai, 50, 80 balles, c'est un livre de JDR. Au-delà de 20 balles pour un bouquin comme ça, c'est abusé. Mais j'avais besoin de l'avoir. J'avais besoin de l'acheter. Non, mais c'est bien, ça montre l'amour. Je vois trop ton état, ouais. Je te vois bien faire des notes et tout avec toute la liste des options, des théories. Mais pas idée. À chaque fois que je lis un truc, je note sur mon téléphone, je me dis ça, je le regarderai. T'as une page Notion dessus, non? Ouais, c'est sûr, il a une page Notion, bien sûr. Quand j'ai parlé de son moodboard, forcément, je savais qu'il avait fait une page Notion. Voilà. Ouais, Notion d'ailleurs, référence à un des épisodes où on a parlé de ça en coup de cœur. Notion. Ouais. Trop bien. J'ai découvert ça il y a 3 mois, donc c'est trop bien. Ouais, j'utilise aussi au taf. Ouais, c'est cool. on l'avait chroniqué, enfin on chroniquait non, on avait parlé en coup de cœur. Et ben, écoute, moi j'ai envie de te dire que cette chronique elle est pas si dégueu que tu penses du tout. Elle n'est pas du tout. Je pense que ça aurait valu un live parce que si vous aviez vu l'état de tremblement de Zef au moment où il chroniquait et avant. Alors, c'est faux, il a moins tremblé des jambes justement, d'où le stress inversé, enfin, il est parti trop loin. Là, désolé. Non, mais il avait sa main qui littéralement faisait des... il faut que je reprenne tous les trémolos dans la voix en post-prod, laisse tomber. Faut qu'on décrive tous les gestes qui sont faits. Arrête de t'excuser, oh là là, c'est vachement bien, c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est parce que t'es frustré qu'on comprend l'amour et l'intérêt que t'y as mis, voilà. Fin. Drop the mic. Merci Zef pour cette chronique. Du coup, je reprends mes notes parce que je suis un peu pébéga. C'est La Tour Sombre qui est donc le 8e tome. Non, le 7e. Un cycle de 7 tomes. 7 tomes. Ouais, mais parce qu'en fait, celui... justement, le vent... La clé des vents. La clé des vents, je crois qu'elle n'est pas en 2 tomes ou c'est un truc comme ça. Non, c'est le 8e tome et en fait, il vient s'intercaler normalement. C'est une histoire qui se passe entre le 4e et le 5e. Voilà. Okay. Donc en 7 tomes, c'est sorti. Moi j'ai sorti. Ouais, alors pour ce tome-là, pour la Tour Sombre, c'est sorti en septembre 2015. Pour celui-là. 2014 en France, aux États-Unis. 2014 aux États-Unis, 2015 en France. C'est écrit par Stephen King et disponible dans vos librairies. Alors là, c'est le moment où ça part complètement en vrille. Ouais. Plus personne n'est aux commandes. Généralement, on a un 3e chroniqueur. On a eu un petit souci d'emploi du temps. Du coup, on s'est posé la question pendant beaucoup de temps, pendant toute la journée. En fait, petite demi-heure, ouais. On s'est... Max, hein. Une demi-heure max. Moi, j'y ai pensé quand même depuis hier. Je me suis dit, putain, personne m'a répondu. Ces bandes de bip. Bande de bip après l'état. Vas-y. Parce que j'ai quand même lancé un message d'alarme sur Slack en disant qu'est-ce qu'on fait après effectivement Kyotrus a eu la gentillesse de me répondre au premier tag, ce qui est quand même pas mal, pour me dire je sais pas, je peux essayer d'improviser. Du coup on commence à essayer de brainstormer sur ce qu'on peut improviser. Ce sera pas une chronique,
Du coup, voilà. Alors, en fait, moi, je voulais faire un jeu de rôle en 20 minutes et on m'a dit, t'es sûr en 20 minutes? Je dis 20 minutes, ça paraît questionnable. C'est faisable. C'est faisable. J'avais déjà un truc en tête, mais ok. C'est le défi de la prochaine fois? J'ai pas compris. Ah, parce qu'on fait encore des... Ah, je sais pas. Merde. C'est pourtant, je suis pas venu. Non, mais par contre, un épisode spécial JDR, ça, Oui. ça reste dans les backlogs Oh, ça va. des formations professionnelles. Ouais. Mais ça reste quelque chose qu'on voulait faire dans tous les cas. Alors, je veux pas teaser parce que je ne sais pas quand et je ne sais pas comment, avec qui. Mais on le fera. Mais voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on peut remplacer notre chroniqueuse absente de cet épisode. Et je crois que Xaf nous a préparé quelque chose. Alors, j'ai fait un petit quiz. Quiz. Je précise que je l'ai pris en 20 minutes. Incroyable. Bah, les 20 minutes, on a décidé qu'on allait en faire un, quoi. Ok. Voilà. Et c'est égocentré, égocentrique presque, et grégocentrique. Grégocentrique. Voilà. Presque. C'est basé sur le contre-cast, c'est basé sur nous, c'est basé sur le truc. Et c'est pour vous. Voilà, j'espère que vous allez rire en l'écoutant, mais sinon. Jouez avec nous, s'il vous plaît. Jouez. Alors, chacun fait son équipe. Fait son équipe. Vous avez fait l'équipe de 1 d'ailleurs. C'est Ouais, Et je vais essayer de compter les points pour dire truc. Voilà. Voilà, avec Ketru, hop, et Jaune. C'est cool, je peux vous couper les micros, quoi. Ah, stylé! Donc, il y a 10 questions seulement. On va prendre son temps pour les lire. Et vous allez. Il y a à chaque fois 4 possibilités de réponse. Donc, c'est vraiment basé sur le contre-cast. J'ai pris vraiment ça à la base. Question numéro 1. Attends, juste au niveau des modalités de participation, est-ce qu'on lève la main? Est-ce qu'on crie Chacun fort? donne sa réponse. Non, ok. il faut que tu appuies sur le buzzer. En fait, Stylé. Le buzzer qui n'est que sur le podcast 2000 qui est devant Exactement. Quetrus. Ouais, alors C'est 3000, hein. Mais Bah. vas-y, continue. 3000. Non, c'est 8000. J'avais eu l'idée de me dire que chacun allait donner sa réponse et que vous pouviez parier sur les bonnes réponses des autres pour gagner des points. Ah, ok. Je me suis dit, ça Ah va partir un peu. ouais. Ça me va. que Ok, le chaud. truc. Ok. Mais on va pas faire ça. J'ai rien compris, mais on va essayer d'appliquer. Ouais. C'est un peu genre t'as un pool de 5 points, tu votes Ouais. pour le truc, mais tu peux pas voter pour toi et tu te dire 5 je pense que Jordan il a tort et du coup je mets 1 point sur le fait qu'il ait tort et je pense qu'Ania a raison, je mets 2 points sur. Ah, c'est pas Et du coup tu peux, mal. tu vois, je Ah, me suis putain. dit ça va être trop compliqué à l'oral. Oh, ouais, ça, ouais. L'idée, j'aimais bien l'idée. J'allais dire elle est assez cool, mais voilà. Je pense C'est mon idée, c'est normal. Et si t'as un streak, tu gagnes des points ou pas? Exactement. Bien sûr. d'accord. Il y avait une idée de. Bref, allez. Question numéro 1, assez simple. J'ai envie de dire combien y a-t-il d'épisodes du Contrecast? Réponse A. Réponse A, 40. C'est dans le titre. Réponse 2, 41 en fait. Réponse C, 39. Réponse D, 5 étoiles. Ah, c'est dur. Bah, en fait, La réponse D me tente bien quand même. je peux répondre en dernier ou pas? Chacun répond comme il veut. Mais pourquoi tu réponds en dernier? Parce que j'ai une théorie. Il y a une théorie, parce Il y a qu'il une y a théorie. il y a les hors-séries, il y a le numéro 0, donc en Il y a- fait, ça serait plutôt en fait 41, mais ça dépend, Bah, attends, mais- ça dépend quoi. Moi, j'ai la réponse, mais je vous laisse répondre. Non, mais je suis sûr à 100%. Est-ce qu'on a le droit de regarder le flux XML? Ok. Ah non, mais en plus, je voulais taguer. Oui, mais tu sais qu'il y a l'épisode 0 et il y a Ouais, mais du l'épisode coup, c'est hors-série. aucune des réponses. Peut-être. Il y a la réponse, il y a une réponse vraie dedans. Il y a une réponse qui est valable, mais qui est pas entièrement vraie, en fait. En fait, 41, c'est ça. Bon, je sais pas si je peux répondre, mais je réponds Vas-y, premier. vas-y. Pour moi, en fait, il y en a 42, parce qu'il y en a Oui, 41 en c'est ça. comptant celui du jour, et l'épisode Et 0 qui est le l'épisode pilote. Oui, zéro. mais on comptait pas celui du jour. Bah, c'était dans... Bah, du coup, je sais pas. Mais, Bah si, ça reste un épisode techniquement. mais en tout cas, pour te reprendre, Quetrus, sur les hors-séries, ils étaient comptés avec un numéro. Genre les cartes postales Ouais, c'est ce que ont je des me numéros. disais. Ok, Voilà. d'accord. Donc la Les bonne cartes réponse. postales ont des numéros. Tout à fait. Et celui d'avril? Tout à fait. Je suis pas sûr. Non, mais il me semble qu'ils ont tous un numéro. Si, ils ont tous un numéro. Mais il y a le 0 en pilote, ça c'est sûr. Ok. Ouais. Donc 41 avant aujourd'hui. C'est mon dernier mot. Zephyriel. Pardon. Ok, je Mais vais bon. écouter les autres du coup. Ouais, on va être d'accord, en fait. Ouais, moi pour moi c'était 41 aussi. On n'a pas vraiment joué, on a discuté. Ok. Non, mais c'est le but aussi de discuter. Effectivement, 41, parce que l'épisode au moment où vous l'écoutez existe, donc c'est 41. Donc c'est Ah, 42. donc c'est 42 la réponse. Donc c'est Non, c'est le 42. 41, celui-là. Non, il Oui. manque le Ouais, 0. mais l'épisode 0, il a jamais 42, été compté c'est dans vrai. le Du pool, coup, c'est mais, 42. mais c'est... Ouais. Ah oui, j'avais pas. Donc la réponse E. En fait, je l'avais. Comment je me suis fait ça? Je l'avais compté, mais pas compté en fait dedans parce qu'il était 0 en tant que tel. Il n'avait pas le numéro. Mais bon. Et il est dans l'XML. Ça marche. Ok, 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 Allez, ok, première ok, question, ok. on se gourre. ok. Ouais. Ok. Deuxième question. Sur tous les épisodes du Contrecast, combien y a-t-il eu de chroniqueurs en tout? Réponse A,
10. Réponse B, 8. Réponse C, 11. Réponse D, 5 étoiles. Merde, c'était quoi la C déjà? C, 11. Ouais, mais parce qu'il y a l'épisode avril aussi de Pâques. Attendez, Ah, je croyais que ça ouvrait les portables. Non, Ouais. Oh, vous voulez taper. Je recompte. Alors, ça compte. Je demande, est-ce qu'on veut un timer? Non, mais pas de timer, ça se fait pas. Oh là là. Donc, je disais, moi, je suis allé à Amsterdam ce week-end. Je meuble, pendant que les gens comptent. Je sur sais leur pas, dos. je me rappelle plus qui y avait dans l'épisode de Pâques. Donc, Moi, je Moi, j'en dirais- compte 8, mais il faut Ouais, y en moi, avoir je dirais plus en 8. fait. 8 aussi. on a un 8 8 aussi, ici, ouais. on a un 8 là, on a un 8 là-bas. Ouais. Eh bien, non, je suis Putain, j'ai désolé honte. pour vous. C'était C'était 10. la réponse A, c'était 10. Ouais, c'est J'ai ça. mal au cœur, vous avez forcément oublié Pitchy dans le Non, Non, j'ai pas justement, oublié j'ai compté Pitchy. Pitchy, j'ai Donc, Jamais de la compté vie. Pitchy. nous avons autour de la table déjà 4 personnes. Ouais. Ouais. D'accord. Ça, on savait, ça on les a trouvés. Anya, Pitchy, Titus, Heidi, Alex. John Couscous. Aïe, Pitchy, Ouais. Julie, Ouais. Alex, Ben et Lulu. Ah, Ben. Ah, c'est ça, putain. voilà. Ah oui, ok, ouais, exact. Et voilà, vous avez Et Adrien qui est venu en invité, mais est-ce que ça mais il compte, n'était pas chroniqueur. Il n'était pas n'était pas chroniqueur, c'est C'était vrai. le piège. On pouvait dire 11, mais c'était pas chroniqueur. Ah, il est malin. Ok. Troisième question. Quel était les thèmes, des chroniques des premières émissions? De la première émission, pardon. Pas de la 0 du coup. De la première émission. Ah, les sujets, quoi. Ok. Les thèmes. Waouh, la première. Réponse A, jeux vidéo et livres. Réponse B, sel et fun. Réponse C, jeux de plateau et passion. Réponse D, 5 étoiles. Jeux vidéo et livres. Non, je dirais jeu de plateau. Je dirais jeu de plateau, moi. C'est jeux de plateau Et passion. Je crois. Hein. Ah, je vais rester sur jeux vidéo et livres. Mais. Jeux vidéo et livres, la réponse A, bien Ok. sûr. Cell et Fun était en vrai la 0-1 avec. Alors, Cell et Fun, je l'avais nommé parce que je crois que tu parlais en la première émission, tu parlais de Sea of Thieves. Sea of Ouais, Thieves, oui. ouais. Il y avait beaucoup de sel dedans. Ouais. Oh, j'adore cette chronique. Je la réécoute avant de me dormir chaque soir. Ouais, avant de m'endormir. C'est pas Pour vrai. t'endormir, c'est faux. pour t'endormir. Pour parce qu'elle m'endormir. était Très Donc, très longue. on a un deuxième point pour Kétru. Ah oui. Elle était longue. Et, Elle était extrêmement Jordan. longue cette chronique. Mais très cool, franchement. Vraiment. C'est Question 4. Est-ce que vous vous souvenez du premier j'ai pas été au début j'avais du mal à me chauffer sur les questions, hein, c'est un peu se cacher. Est-ce que vous vous souvenez du premier titre de l'épisode du Contrecast? Oui. Réponse A, pilote. Réponse B, le Kiki Metteur. Réponse C, Nez qui coule. Réponse D, 5 étoiles. Nez qui coule, je me rappelle de cet épisode. Ouais, C'était- tout le monde éternuait. Ouais, tout le monde etc. éternuait. C'était long. C'était en hiver. Tu te rappelles, mais est-ce que c'est le premier? Non, je crois pas que ce soit le Non, premier. c'est pas le premier. Définitivement pas. Je crois que Kiki Meter, c'est pas le premier non plus. Ça doit être pilote, moi je dirais. Je pense que c'est pilote. Bah, moi, je vais dire Nez qui coule. Le premier épisode. Le numéro 1. Alors j'accorde cette réponse parce que c'est le numéro 1. Effectivement, il est sorti avant. Ah, mais c'est marrant. ok. Dans mes souvenirs, il était bien après, quoi. Mais en fait, parce que le 0, on l'a sorti après. Oui, oui, bien Ah, sûr. sorti oui. entre Du 10 coup, et le 11. Pilote s'appelle Pilote, effectivement, mais il est sorti après. Donc en fait, c'est ok, pas le d'accord. premier. Et le épisode. Kiki Meter, c'est pas le 3? C'est le 3. Kiki Motor, c'est le 3. Ouais. Ok. Effectivement. Pourquoi ça s'appelait Kiki Meter Je Parce sais qu'on parlait. Alors, je m'en souviens parce que c'est suite Putain, mais vous à avez ma une mémoire. chronique. Parce qu'on parlait d'un MMO. Alors, je sais plus lequel. Ou d'un jeu coop ou en ligne, quoi. Plutôt. Et j'avais fait une référence à WoW. Et tu parlais du Et Kiki je Meter, parlais du ouais. Kiki Meter. Ok. Qui est la façon de mesurer les DPS ou les Exactement. sons que tu mettais. D'accord. On appelait ça le Kiki Meter, pour savoir qui est la plus grosse. Putain, vous avez une mémoire. Je me souviens pas de la moitié de mes chroniques dans le Contrecast, les gars. hein. C'est la question d'après, moi je suis chaud, je les ai. Alors. Question 5. Quelle était la date de lancement officielle du Contrecast? Oh Ah, la c'est trop vache. dur. Ah, ça c'est dur. Réponse A, le 9 octobre 2018. Réponse B, le 14 août 2019. Réponse C, le 5 septembre 2018. Réponse D, 5 étoiles. Tu la réponse, je réponds en dernier. Ah non 5 septembre 5 2018. septembre 2018, ça me dit quelque chose. Mais alors, je me Parce que le souviens pilote, on l'a enregistré en mai-juin, c'est ça? Ou en juin? pas. Mais Tu du vas coup, dire. comme on l'a pas sorti tout de suite, on a dû sortir Je le premier sais juste épisode qu'on en était septembre. chez Zef à ce moment-là. Ouais. C'est la seule chose dont je me souviens. Moi, je dirais septembre 2018. Réponse C. Ouais, moi aussi. Réponse C. Ouais, je suis après sûr que c'est ça. Et, Réponse C. Ouais, réponse C. Eh ben non, Ah, c'était c'était en le octobre. 9 octobre 2018. Ah, le piège de merde. mais t'as dit En plus, 2019. Et Non 14 août 2019 et Ouais. la date Ah. de parution du pilote.
Oui, ça, ok. Ouais. Du coup, qui n'est pas le lancement officiel. Parce que le lancement officiel, c'est le 9 octobre 2018. Ah, 9 octobre 2018. Qui a été enregistré le 2 mai 2018, Ouais, ce pilote. genre, exactement. Ouais. Et le 9 octobre, c'est l'instant de The Real Snowman qui nous écoute et qu'on salue. C'est vrai, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Mais c'est pas aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. C'est pas la peine. C'est il y a quelques semaines. Allez, question numéro 6. Vous connaissez le Contrecast, bien entendu. Bien sûr. Mais est-ce que vous connaissez bien le vaisseau Hypersensas? Combien y a-t-il de podcasts différents dans le vaisseau Hypersensas? Réponse A, 5 seulement qui existent encore. Réponse B, 12, mais on n'a pas retrouvé Stella. Réponse C, allez, soyons fous, 10. Réponse D, 5 étoiles. Alors, d'après la personne qui a rédigé la page de Ouais, je trouve que. sur Internet, c'est 12. Mais en 10. vrai, c'est pas vraiment 12, quoi. C'est 10, je pense. C'est 10 parce que tu enlèves Mister Anyone et Bungalow 183. Ouais, moi je dédie ceci de toute façon. Mais Bungalow, c'est un podcast ou c'est un one-shot? Non, c'est une fiction audio non terminée. Non terminé. Terminé. Le terme est Ok. non terminé, en pause. Et il y a un truc caché derrière le 5 encore en cours ou... Alors, les 3 réponses étaient acceptées. Ok, d'accord. Ouais. Parce qu'il y en a effectivement 12 sur le papier, mais on n'a pas retrouvé Stella, c'était effectivement référence à Bungalow. 10 parce que Bungalow et Mister Anyone sont pas vraiment des podcasts en soi, donc je les avais enlevés dans mon esprit. Et 5 qui existent encore, c'est 5 qui sont encore récurrents, les autres on sait pas où ils sont. Ah ça non, va. alors, je pense que tu te trompes. Troll. Oh. Ouais, tu te trompes parce que Sinecure est récurrent quand même. Ah ben je le compte dans les 5. Ça Tu tombe comptes dans bien. les 5 Attends, Et mon carnet. oui, Défaussé, ça. 6388. Mon carnet, on l'a pas posté depuis un bon moment. Comics Podcast. Whisperos, je l'enlève. 20th Sinecure. Century Toys. Et non plus. Ah bah si, quand même, ils ont repris quand même assez Ah oui, je crois que je régulièrement. l'ai compté dedans. Je crois que je l'ai compté Ouais. dedans en disant ah, il y en a eu un en 2022. Voilà, 5. Défaussé, 63-88 quand même, vous êtes... Je l'ai dit, Ouais, je les ai cités déjà. ouais, c'était. En fait, c'est tous ceux où t'es dedans qui restent encore quasi. Quoi. Ouais, c'est, Non, en fait, je c'est suis tous que ceux dans où Défaussé, Zef ils est sont encore en. Ah ben non, le Contrecast. Ah bah bien Parce sûr. que 20th Century Toys, ils en ont sorti un, mais il y avait eu genre Putain, c'est 6 mois. dégueulasse, donc le on mec peut pas qui dire intervient en ça. contrecast, il compte même pas le contrecast. Oh, quoi. ça va, je suis dedans. Ok. Je sais pas. il y a Bon, aucune- bah voilà, aucune la raison dans réponse cette était 10. réponse. La réponse Il y est a Chariel, beaucoup quoi. de violence et beaucoup de pas de raison dans cette réponse. On m'en excuse. Je suis vraiment désolé. Question numéro 7. La souffrance est bientôt finie, vous inquiétez pas. Non, c'est cool. C'est très cool. On parle souvent du Patreon dans le Contrecast. Je me suis rendu compte quand j'ai écouté le dernier épisode, c'était un long outro là-dessus. Mais savez-vous combien de patronautes sont présents dans le vaisseau? Ah ouais, non. Et si on sait pas, on est Et vraiment là, nul. je hein. suis content de poser cette question. C'est quand le montage? Réponse A, 86. Facile. Réponse B, 104. Parce qu'on a dépassé les 3 chiffres pas longtemps. Réponse C, 68. Et réponse D. Ok, tout. Réponse des Ah ouais, bah moi j'aurais Je dirais dit, 104, moi. j'aurais dit 68. Non, actifs 68, t'as dit. ou Je Toto. dirais 104, mais avec des gens qui ont. Alors, les actifs. patronautes, je précise, c'est Actifs des gens qui ou- payent sur Patreon. Hein. Ouais, mais est-ce que Donc actifs. actifs Je ou parle ou de Toto? gens qui payent sur Patreon. Bah, les gens qui Encore payent sur qu'ils soient Patreon. actifs ou pas, Bah ils ouais, payent mais- tous les mois. Non, mais est-ce qu'ils Ah, payent ok, encore ou est-ce ok. qu'ils... Les Oui, qui patronautes, payent- c'est qui pas payent quand tous les les gens mois. qui. Alors, je sais Qui pas les payent- compter les gens qui sont actifs sur le Discord, vous êtes gentils, Ok. j'aimerais Non, que je non, la fasse aujourd'hui. Bah, le plus Je parle petit des gens chiffre qui alors. payent. Le plus petit chiffre. Le plus petit chiffre, Non, mais 80... C'était combien le premier? C'est combien 86, 104, 68. 68. Moi, je dirais réponse A. Allez, je me lance. J'assume. 86 Ouais. Moi j'aurais dit 68. mais- 68 Ouais, moi aussi, je dirais 160. Réponse C, 68. Alors, je mets une petite virgule. En fait, 74, mais il y en a 6 qui pensent que être patronaute et podcasteur, ça compte, mais en vrai, ça compte pas. Donc, Nivrae, Z2E, Lulu, Grégo, Regan et moi, on paye quand même tous les mois au patronaute. Mais en fait, on est. Mais Alors, merci je à mets vous. Regan parce qu'il est nouvellement dans Comics Podcast, donc je l'ai compté comme. Ah bah oui, étant ça y est, c'est podcasteur bon. plutôt que Ah, truc, ouais. même s'il a Non, pas on payé l'a sa cotisation officialisé. Hein. Ouais. On l'a officialisé que Ouais, Regan ouais. tu rejoignais. Ah oui, c'est officiel. Il a juste pas encore payé sa cotisation pour la nouvelle année. Mais la nouvelle année Ah oui, est c'est arrivée. vrai. Petit rappel, Regan. Ta cotille. Donc Jordan a eu la bonne réponse. Ah bah non, j'ai dit 80. Ah, non, c'est moi non, qui fous. c'est- Ah non, oui, pardon, oui, c'est au- Ah, c'est c'est nous. et je voulais t'avantager, c'est bon. Oh là là, ça Je suis pue plus chef, déjà, hein, c'est dégueulasse. Non, mais c'est un peu comme Berlusconi, quoi. Il y a un truc. Ah bah, écoute. Qui Question 8. Question 8. Ou Poutine, tu préfères. Si on reprend Question 8. tous les épisodes du Contrecast, ou du moins une partie d'entre eux, qui a mieux réussi le fil rouge qu'on avait mis en place? Ah, c'est facile. Alors, Réponse A. Ketrus, parce qu'il est passé légende sur Hearthstone, mais personne ne le sait. Ah, Réponse B. Anya, mais elle triche en les présentant aussi dans les chroniques, ces jeux. ça, c'est clair qu'elle triche. Réponse C. Zef, on sait pourquoi la question est là du coup. Oui, j'allais Réponse dire D. CF, 5 ouais. étoiles. Bah, en vrai, c'est un peu deux réponses là, non? Sachant que c'est pas que russe.
Désolé, c'était gratuit. Non, ça mais peut c'est très génial, c'est parfait. On l'a déjà taclé là-dessus. Mais ouais, en fait, je pense que c'est toi. Ouais, Zef, moi aussi, pardon. je pense que c'est Mais je sais que Anya a pas mal triché avec ses défis, genre je dois jouer à ça, ok, j'en fais ma chronique, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Mais je sais que j'ai fait souvent la réflexion. Réponse C pour Jordan. Mais je réponds Zef quand même. Bien sûr, réponse C. Réponse C. Réponse C. Ok, la B et la C étaient acceptées. Voilà. Anya aussi a triché, mais elle a gagné quand même. Et comment voilà. Ok, Comme mais ça, c'est la je chef, on est présente, obligé de la citer. voilà, c'est la chef. Donc je mets un point pour tout le monde. Hop. En vrai, je compte pas vraiment les scores, mais je les compte quand même, on sait jamais. Putain, j'ai mis 43 points à Ketrus d'un coup. Yeah. Allez. En 7 questions. Ouais, il faut. Hop. Question Je mets plus fort, du coup. 8-9. Un des titres d'épisode porte le nom d'un chroniqueuse. Ouais, je sais. Lequel Je sais. Moi, je sais aussi. Lequel ou laquelle Quel épisode, tu vas me dire, bien sûr. Réponse A, c'est Julie pour son arrivée dans le Contrecast. Réponse B, c'est Ketrus pour son explication de son pseudo. Réponse C, c'est Zef parce qu'il avait trop de choses à dire. Réponse D, 5 étoiles. Je réponds en dernier. Ketrus Putain, ça se trouve, c'est les 3. Bah, Ketrus, c'est sûr. Mais j'ai un doute là sur Zéphiriel. Ah, moi, je peux te le dire. Ah bah répondez les gars, à un moment, faut y aller quoi. Non, c'est Ketrus. Ketrus. Ouais, On je a dirais que réponse Ketrus B, aussi. Réponse B. Ketrus, c'est sûr, mais il y a aussi les chroniques de Zéphiriel. Et j'ai un doute pour Julie, mais il y a peut-être un truc genre nouvelle arrivante, donc je vais dire les 3. Non, mais il y a aussi les promotions d'Ailey à ce moment-là. Elle est pas citée dans les réponses. c'est vrai. Les bons plans d'Ailey, Ouais. ils sont. Alors, Julie n'est pas citée, mais effectivement, la B et la C étaient acceptées, et Hailey est aussi dedans. Mais oui, voilà, Ketrus. Alors, en fait, c'était Ketrus. Ouais, Ketrus, Ketrus, c'est pas- K-E-U-T-R-U-2-S. C'était pour la prononciation, parce C'est ça. que c'était la énième fois C'était- qu'il nous reprenait. sur Non, c'est pas vrai. C'est vous qui posiez la question. Non, je pense que c'est vrai. je t'ai posé la question, C'est, mais en fait, on dit ouais. Ketrus ou Ketrus. Ouais. T'as dit, bah, c'est Ketrus. Oh Exactement. merde. Et d'ailleurs, tu l'as appelé Ketru. Mais Mais ça marche aussi. Quel Il n'y a pas de truc. souci. Dernière question, question 10. Ah, Le Contrecast, c'est beaucoup d'épisodes, et parfois, c'est plus long que d'autres fois. Whisperos. L'épisode le plus long du Contrecast dure combien de temps? Réponse A, 2h25 minutes et 30 secondes. C'est parce que Zef, il commence trop à parler des Souls-like qu'il a fini. Réponse B, 1h50 minutes et 33 secondes. C'est Alex qui tente de nous faire comprendre Jojo. Réponse C, 1h51 minutes et 02 secondes, mais c'est pas la même équipe de base. Réponse D, 5 étoiles. C'est la 1. c'est la A. Ah putain, vous êtes fort. 2h25 minutes. Non, en 30 même temps, secondes, on le savait. Hein. Je me souviens de cette émission qui a été éreintante pour tout le monde. Je me souviens même pas de cette émission. C'est vrai? Ouais. J'étais dedans? Je crois que j'étais dedans, j'étais pas sûr. En fait, elle fait référence à un Souls, mais je suis pas sûr que je sois dedans. T'étais peut-être pas dedans. Je crois pas. C'est celle qui s'appelle Souls quelque chose. Souls-like. voilà. Like, non, Ah il bah. y avait. Moi, j'étais là. Si t'étais Toi, dedans. t'es- Tales of Iron. Ah si, je Tales parle de of Tale of Iron. Arise, Ouais. effectivement. Ouais. Mais c'est pas moi qui prends le plus de temps. C'est peut-être moi. Je C'était sais pas la plus ce qui s'est question. passé. C'était pas la question. Non, j'ai pas dit ça. Mais j'avais fait un quiz une fois pour demander la moyenne d'un épisode. Et à ce moment-là, c'était Et 1h28. Alors, c'était, voilà, j'ai la question subsidiaire. Ça marche. Quelle est la moyenne de Alors, l'épisode? Et c'est 1h28. C'était à ce moment-là, mais peut-être que ça a bougé Ça depuis. tourne, ça tourne entre 1h. J'ai pas fait une vraie moyenne. Hein, je Ok. trouve. Mais la plupart des Je épisodes tournent autour d'une heure et demie. Ouais. Question subsidiaire numéro 2. Combien mesure l'épisode le plus court? Je dirais. Ah, Ah, c'est y a des pas cartes de truc, moi, je les postales. pose C'est les comme cartes ça. postales. je dirais un Ouais, truc genre je pense. 24 minutes, un truc comme ça. Un peu plus, je 24 dirais. minutes. Ou 27 minutes peut-être. Allez. 27 Ouais, minutes ici. c'est dans les 30 minutes. Ouais. 30 minutes. 28. 28 minutes. 18 minutes. Ah ouais. Ah oui, c'est t'es vraiment abusé, court. hein. Ok. Donc voilà, on a. Vous avez tous. Ah oui, c'est l'épisode où j'avais pas mis ma tous 4 chronique. points, bravo. Peut-être, ouais. Bah bravo. Ouais. 4 points sur 10, on connaît bien notre podcast. 4 points seulement. Question subsidiaire numéro Non, 22. Non, numéro 5, je sais plus. Bref. Combien il y a eu d'étoiles dans ce quiz? Bah 50. 5 x 10, 50. 50, ouais. Ah, et toi? Parce que tu es une étoile aussi. Oh. 51. J'accepte une, du coup, moi, parce que vous avez jamais répondu étoile, donc il n'y a pas eu d'étoile dedans, en fait. Je suis désolé. Ah si, pour les patronautes, j'avais dit 5 étoiles parce que je voulais pas me mouiller. Et après, j'ai répondu. C'est nul. C'est clair. Et voilà, bref, j'ai fait ça en 20 minutes. Ouais, c'était Eh ben, beau. merci beaucoup. Ça va, Clap, ça va. clap. J'ai passé un Bravo. bon moment. Concentré, j'aime pas Bravo, trop c'était faire beau. Je reviendrai. Je reviendrai Avec une dans ce chronique. podcast. J'aime Je bien ça. reviendrai avec une vraie chronique sur les C'est ton défi épisodes. pour la fois d'après. Ah, bah, ça, C'est un peu pas de notre problème. défi collectif parce qu'en vérité, C'est voilà, c'était même si c'était très sympa, c'est pas le format initial qu'on avait prévu comme tous les autres épisodes.
Mais c'était cool. Mais parce que le contrecast, c'est la liberté aussi. Je ferai un épisode de 20 minutes GDR. Voilà. Oh, trop bien. Ce soir. C'est vrai Okay. Ouais, Un Ten Candle. En 20 minutes parce que je t'ai challengé. Parce que je t'ai Alors, quand tu m'as challengé, je dis en vrai, c'est possible. Et Un tout, j'ai sombre. eu une idée en tête en me disant en vrai, c'est facile, il suffit de faire ça. Ok, Et, ce sera ta prochaine je fais chronique. ça. Vous êtes dans une auberge. J'ai une autre idée en tête. C'est un château aventure. Vous êtes dans un hôtel. C'est un western. Tu viens de casser le. C'est vrai Non, Je suis chaud. Vous êtes dans un saloon. Vous êtes dans un désert. Le JDR, vous, c'est êtes sur facile. vous êtes sur le rayon en direction de la tour sombre. Je sais pas la ref, mais je vais écouter le podcast. Regarde ton historique. Jingle. peut-être que t'auras un petit- Oh non, attends, on se trouve jingle là. C'est pour passer à la suite. Ok. C'est n'importe quoi cette émission, j'adore. Complètement, voilà. L'émission la plus dégueulasse en termes de cut, en termes Je suis vraiment d'intro. désolé. en Moi, j'en termes de- remonterai un peu. C'est pas grave, on est tous là, on s'aime tous. Et on va quand même enregistrer et venir à bout de cet épisode 41. Oh, t'as dit ça, j'ai quand même vérifié que il y avait le petit bouton enregistrement Oh, qui putain. tournait. C'est bon, on a 1h39, 26 secondes. Non, ça parce va. qu'on a quand même déjà fait une émission dans le vent. On C'est s'en vrai. rappelle, Oh, on c'est était vrai. trois. C'est vrai. On était trois, on a dû revenir le lendemain pour tout réenregistrer et faker toutes les expressions de Oh, Oh, c'est incroyable. On a refait les blagues, wow. C'était J'étais horrible. pas là. Ah, c'était un peu. Tous les pistes étaient. Ouais, toutes les pistes étaient C'est génial. Pardon. Avant de clôturer tout ça, j'ai envie de vous demander vos coups de cœur pour cet épisode. Et là, tout le monde à la table, je vous l'écris, est en train de paniquer, à part Zef, qui a priori a déjà son coup de cœur. Donc, on va commencer par Zef. Ah putain. Franchement, je me suis dit, c'est chaud quand même. Au cas où vous ne l'aurez pas compris, mon coup de cœur, c'est la tour sombre. Lisez-le parce que putain, je ne vis que par ça en ce moment. Sinon, de temps en temps, je m'arrête pour jouer un peu à des jeux vidéo. Alors, il y a Rogue Legacy 2 qui est sorti, mais j'ai pas encore plongé dedans. Mais je joue à un jeu vidéo qui s'appelle World West. J'ai du mal à le prononcer, mais je pense que ça se dit comme Ouais, ça, ouais. World West. C'est un petit coup de cœur en vrai. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête. En vrai, j'ai un pote qui m'a envoyé un truc en me disant Hey, t'as vu ça? Ça a l'air cool. Est-ce que j'ai expliqué que j'étais dans un truc de western en ce moment ou pas? Oui. Donc j'ai vu les trucs, j'ai fait Hey, mais c'est du western. Un stand-by, j'ai pas regardé plus loin et je suis allé commencer à jouer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. La narration est un peu pétée, mais l'idée est cool. Et le jeu est un peu pété parce que c'est les mecs qui ont fait Borderlands ou un truc comme ça, non? Non, je crois pas, non. Parce qu'il y a vraiment des façons de jouer qui sont, t'as l'impression que c'est comme eux, quoi. Mais c'est pas du stratégique, c'est pas du tactique, c'est du bourrin en vue de dessus en mode C'est très bizarre, ouais. Ouais, stratégie. Tu flingues des gens, t'as des pouvoirs pour le faire, tu mets au ralenti, tu ventiles pour flinguer tout le monde. T'as tu la changes gueule d'arme, du coup de tu vois. cœur, quoi. Non, mais c'est trop bien, c'est fun. Je suis à la 4e histoire sur les 5 dans le jeu. C'est cool. Voilà. Ça fait le taf. Petrus, Pardon. le mec qui veut absolument. Attends, tu connais, tu m'as dit, tu m'as fait les yeux genre oui, tu connais le jeu? Ouais, je connais le jeu. Ah, tu joues? Non, j'ai regardé des replays, ok, d'accord. des gameplays. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Non, pas des gameplays, des Game through. Des Non. streams aussi, ça Des- peut être, ça dépend ce que ça Des veut dire. Je sais pas. walkthrough. des walkthroughs. walkthroughs. Ouais, c'est ça, walkthrough. C'est ça. Ouais, des walkthroughs. Je vais donner un petit coup de cœur temporel parce que ça ne durera que jusqu'en juillet. Mais à Paris, dans le café Grévin, donc le café qui est juste en dessous le musée Grévin, il y a une petite expérience immersive, on va dire, où ça s'appelle aussi Pop-Up Bar, qui vous plonge en fait dans l'univers des Apaches. Les Apaches, si vous préférez, c'est un peu les Peaky Blinders, entre guillemets, l'ambiance Peaky Blinders qu'il y avait au début du XXe siècle. Pardon, j'ai arrivé à Paris. Et en fait, vous rentrez et c'est un bar où vous buvez de l'alcool, mais oui, il y a des acteurs, il se passe quelque chose, il y a 2 bandes Apaches alliées, pour l'instant en tout cas, qui vous y accueillent, qui vous expliquent ce qui s'y passe, et on vous emmène faire quelques petites instances, aider à ouvrir un coffre. C'est payant ça, du coup? Ouais, c'est Ouais, payant. ouais. Tu payes pour l'expérience et tu as quelques boissons de l'époque, etc. Mhm. Et voilà, donc c'est très cool. Alors c'est des potes qui le font
C'est une boîte avec qui on bosse aussi, qui le font. Et c'est très très sympa. Je vous conseille vraiment de le faire. Ça change un peu. C'est pas de la murder, c'est pas du huis clos. Mais ça permet de plonger un peu dans une ambiance intemporelle. Voilà. Et si ça vous donne envie de le faire, essayez quand même de juste voir comment vous pouvez vous habiller pour être un peu dans le thème de l'époque, parce que ça rajoute un petit peu plus. Voilà. Ça s'appelle Apache et c'est au Café Grévin jusqu'en juillet 2022, je crois. Ok. John Couscous. J'attendrai que tu donnes la parole. Moi, j'ai mon coup de cœur depuis le début. Hein. Ah ouais. Donc moi, c'est les restaurants japonais. Non. Non, en vrai, c'est un jeu vidéo aussi que j'ai fait il y a quelques semaines qui s'appelle Kaze ou Kaze. Je sais pas comment on le prononce d'ailleurs, j'ai jamais su. Donc c'est K-A-Z-E on the Wild Masks. Donc et les masques sauvages. Et c'est un jeu de plateforme en pixel art, en 2D, dans lequel on porte des masques et qui donnent des pouvoirs. C'est un Donkey Kong Country-like, pour ceux qui connaissent, les un peu plus anciens, les moins jeunes. J'ai passé vraiment quelques heures de ouf dessus, j'ai kiffé. C'est le jeu à l'ancienne. En plus, c'est joli. Voilà, donc ça m'a pris, je sais pas, une petite dizaine d'heures. J'ai eu le trophée platine et j'étais tout content. C'est chez Soedesco. C'est disponible en physique chez Just for Games et ça doit coûter une vingtaine ou trentaine d'euros en fonction de la version qu'on prend. Et c'est également disponible, oui pour toi, sur Stadia. Voilà. Stadia, c'est la plante qui sucre là, ça ouais, exactement. Ouais. C'est la plateforme de jeux en streaming sortie trop tôt pour son époque. D'accord. Ouais, c'est vrai, sorti trop tôt. Le Steam Deck arrive. Trop tôt. Moi, j'ai envie de rajouter mon coup de cœur. Et toi, c'est quoi ton coup de cœur, Ouais, merci. Anya. Je t'ai pas posé la question, Merci. du coup, j'y pense maintenant. Mon coup de cœur, il s'appelle Max Richter. C'est un musicien britanno-germanico, absolument pas germanico-britannique. Ça sonne mieux. Qui est plutôt dans la musique électro mais classique. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est quand même. Alors, peut-être que son nom lui ne vous dit rien, mais je pense qu'il a fait la BO de pas mal de séries ou de films que vous avez peut-être pu voir, dont The Leftovers. Et là, je me sens seule parce qu'aucun à la table n'acquiesce. Mais si, bien sûr. Ok, merci. Mais qui aussi est plus globalement connu parce qu'en 2014 il a fait Recompose, qui est un album en fait qui reprend tout le Four Seasons de Vivaldi en version recomposée et plus moderne, et qui est assez incroyable à écouter. Et je suis retombée dessus, je sais pas pourquoi, parce que forcément ça faisait partie de mes inputs classiques. Et je vous invite à aller voir. Et il y en a une qui est super connue, qui est reprise et réutilisée dans pas mal de BO de films. Enfin bref. Et dans la série Chef Table sur Netflix. Ouais, mais aussi dans les chroniques de Bridget Jones. Bridgerton. Enfin, ok. Je kiffe la BO. Voilà. Ça en fait partie. Ça fait partie sur la dernière saison, et ça fait partie des derniers épisodes où en fait on a un morceau qui s'appelle Spring, qui est du coup une reprise de Spring, qui est un des morceaux de. Le mec de The Police, ouais. Exactement. On a tout compris. Mais voilà, c'est du Vivaldi en beaucoup plus accessible, beaucoup plus moderne, beaucoup plus court et beaucoup plus épique aussi à écouter. Et ouais, pour ceux qui sont pas du tout classiques, ça peut être une expérience. Je trouve que c'est assez écoutable pour des oreilles pas forcément habituées au classique. Et c'est vraiment très très chouette. Voilà. Je confirme. Ouais, tu vois que j'écoutais et que je connaissais. Merci. Et c'est bien. Merci, Anya. Merci. Est-ce que j'ai le droit à un bon point ? Est-ce que je peux raconter une anecdote personnelle ? Ouais. J'étais témoin de mariage il n'y a pas très longtemps et j'avais pour responsabilité d'amener la mariée à la mairie. Et dans la voiture, je devais mettre la musique et je savais pas quoi mettre. Je voulais un truc calme, doux, et j'ai mis la BO de Bridgerton, enfin les chroniques de Bridgerton. Ouais, okay. Donc finalement, j'ai écouté ton coup de cœur en allant au mariage, quoi. Voilà. Qui vaut cette série vaut ce qu'elle vaut. Vraiment, j'ai aucun avis là-dessus. Je l'ai regardé. Je l'ai même assez bien binge-watché, très bizarrement. Mais la BO a quelque chose, et en fait il y a beaucoup de morceaux de hits un peu pop rock qui sont repris en mode genre classique avec des vieux instruments et tout, et qui est assez cool.
Par rapport à Downton Abbey, c'est comment? Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ok. Rien à voir. Mais on fait souvent la Rien à voir comparaison. mieux ou rien à voir mieux, pire? Non, rien à voir en En pas pire. bien en fait. Parce que en fait, les chroniques c'est sympa, c'est vachement teenager. C'est voilà des petites amourettes. En fait, à chaque saison, t'as en gros l'histoire de. Alors c'est horrible parce que j'improvise un peu cette présentation. L'histoire c'est genre t'es un peu dans une époque où genre époque Renaissance 18e. T'as la reine qui est du coup une femme noire qui s'est mariée au roi, qui prend la place du roi parce que le roi est en congé sabbatique. On finit par savoir pourquoi. Ouais, d'accord. Dans cet empire-là, elle tous les ans, elle organise une sorte de concours où elle sélectionne son diamant pour la saison. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le diamant, c'est la demoiselle qui aura les faveurs de la reine parce qu'elle représente toutes les valeurs et toute la posture de la royauté et de ce qu'est l'élégance au féminin. Et une fois que celle-ci est sélectionnée, en gros, t'as une liste de prétendants, donc tous les vicomtes, tous les comtes, machin, qui font la queue et qui vont essayer de la courtiser. Et forcément, à toute saison, t'as une histoire qui met en exergue le diamant, mais aussi d'autres histoires en parallèle, mais très teenager, quoi. Ouais, bah dis donc. Bah, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai Écoutez la regardé BO, ça? quoi. Pourquoi est-ce que j'ai regardé ça? Parce que la BO était sympa. J'ai fait pareil. J'ai vu un épisode seulement, mais je pense que je vais continuer parce que voilà, c'est bon. Ouais. Attends, mais toi c'est bon, là, t'es calé, hein, tu peux y aller. Hein. Ouais, mais bon, bref. T'as fini Superstore? Non, mais là, c'est Ah oui, bien sûr. Ça défonce. Elle est ouf cette série. c'est une vraie série de gauche. C'est vachement bien. Voilà. Mais Je voilà, qu'on digresse encore sur est-ce qu'on digresse encore? Non. Est-ce que je vous conseille la série? Non. Mais je vous conseille la BO. Oui. Elle est dispo sur Spotify. Voilà. Que dire? Je vais faire juste un petit récap de ce dont on s'est parlé sur cet épisode. Donc, John nous a fait ses recos télé-réalité, côté catalogue Netflix. Zef nous a parlé de la Tour Sombre et nous a fait un petit quiz. C'est horrible. Que Truss était là au montage. Alors, récap. Que truc c'était là? Ça, cette émission. C'était horrible. Incroyable. Incroyable. C'est vrai. Ok. Merci d'être là. Voilà. J'approuve ce message. N'hésitez pas à retrouver que Truss quand il est là. Voilà. Arrêtez! Pardon, vas-y. Je voulais pas que ça Te laisse sorte. pas. Je voulais pas ça sorte. Bah, c'est sorti. Oh mon Dieu. Non mais voilà, pour recontextualiser encore une fois que Truss était supposé. Non. Non, Non, mais c'est bon. bref. on a dit- il était là et on le remercie pour C'est ça. important. Le troll. Voilà. J'ai eu envie de remercier tout le monde à cette table, malgré tout. Désolée pour cet épisode quelque peu déconstruit. Les intros sont dégueulasses parce qu'on a fait n'importe quoi. C'est faux. Attends, elle va te monter, t'inquiète pas. ça sera Ok, ce sera remonté et Ce sera on va, pire. essayer de vous... on va essayer de vous rendre ça audible. Mais voilà, c'est un peu un épisode un peu... voilà. Bah, c'est les vacances, quoi. C'est les vacances. C'est, enfin, ou pas. Ouais. C'est pas vraiment les vacances, mais en tout cas, c'est la semaine qui pèse. Tout est ça mardi. pour vous dire. Mais bon. Tout ça pour vous dire. Après les pizzas. S'il vous reste un peu Je d'argent. remonterai peut-être un peu la fin quand même. Je vais peut-être remonter un petit peu la fin. C'est vrai si ça te dérange pas. Histoire que ce soit un peu plus dynamique. On est fatigué. On est désolé. Oh, on est tellement désolé. Non, je voulais juste vous faire le rappel habituel à nos auditeurs que le Contrecast fait donc partie du VHS Vaisseau Hypersensas, qui est une association qui se finance via un Patreon, dont on vous filera le lien en description. Si jamais vous voulez quand même nous soutenir malgré tout, malgré la fatigue et malgré les coupures incessantes, malgré les problèmes de micro, malgré les intros. Mais je crois que c'est Plus bon, ou ils moins nous ont pris en réussi. pitié là. C'est Enfin bon, bref, ils vont donner. ayez pitié de nous. Il y a encore des gens dans notre équipe qui ont besoin d'écouteurs.
C'est vrai. Elle n'est pas là, mais c'est pour ça qu'elle n'est pas là, justement. C'est vrai, ouais. C'est parce qu'elle a plus d'écouteurs. Elle se fait exclure du groupe. C'est ça. Du coup. Et bah c'est le moment. Voilà, financer ce Patreon. Ça aidera le vaisseau à vivre et à survivre dans ces temps difficiles. C'est vrai parce que je Tout va très bien, mais merci si vous faites ça. C'est génial quand les mots viennent comme ça. Tu sais. Il faut laisser aller, tu vois, c'est important. Oh mon dieu. Allonge-toi, on va en parler. Ça sort. Alors, c'est temps difficile. Désolée, je m'excuse temps. auprès de Kétrus qui va se taper tout le long. J'ai presque envie de tout laisser comme ça, tellement c'est absurde, et puis on appelle ça l'épisode n'importe quoi. Et puis C'est tellement absurde. Mais je vais quand même faire un petit tour de table pour vos réseaux sociaux et où est-ce qu'on vous trouve, etc. Zef, merci de bailler, c'est très gentil. Rien, je suis fatigué. Excusez-moi. Du coup, on va commencer par Kétrus. Où est-ce qu'on te retrouve Là, apparemment. on retrouve en train de monter l'épisode. Non, donc Comics Outcast, et je reviens dans l'appel aussi. LA, plus loin appel, qui sont sur Twitch et sur YouTube. Le 11 mai, c'est demain, donc c'était il y a 10 jours par rapport au montage, mais il y a encore des trucs où on va faire un 10 Candles, toujours pas à tester, mais tu m'en as dit que du bien, Zef, et j'ai hâte d'essayer. Et je reviens aussi, on en fait aussi le 25 mai, où là on sera en live sur Twitch aussi, et on refait un masque. Le PTBA. Ouais, le PTBA, donc, dont j'avais déjà un peu parlé ici, et en fait on en refait un, et donc c'est du super-héros adolescent, avec beaucoup de liens relationnels, et j'ai très hâte. John Couscous. Oui, bonsoir. Moi, on me retrouve sur Internet, John Couscous, partout. Twitter, Twitch, Instagram, voilà, c'est déjà pas mal. Et au Resto Jap. Et au Resto Jap, au bout de la rue, un soir sur deux. Et on finit par Zef. Zéphirien, on veut pas partout sur les réseaux sociaux. C'est moi, voilà. Et bientôt dans son lit, là, parce qu'il est fatigué. Bientôt dans mon lit, je suis fatigué, je m'excuse. Voilà. Et j'ai repris Twitch pour le coup, et je vais essayer de faire ça cool. au moins tous les lundis soirs pour parler de JDR et de scénario. Mais trop bien. Et création de scénario, ouais, c'était génial. Intéressant hier, c'était cool. Voilà. J'ai pas regardé. Je suis désolé. Tu feras. Tu l'as fait tout seul ou tu as des invités? Tout seul, c'est-à-dire j'étais tout seul dans la télé? Ouais. Oui, j'étais tout seul dans la télé. En fait, j'ai expliqué ce que j'avais en tête pour faire une campagne de Cthulhu et comment l'enregistrer en podcast. Et du coup, je sais pas quoi en faire pour le moment. Bref. Mais c'est trop bien. Ça, voilà. Faut écouter. Et ben merci. Parce que tradition l'oblige, et parce qu'en plus on a celui qui a lancé cette tradition à la table. Oui. Eh bien, il y avait un quiz un peu plus tôt on va voir si vous avez écouté. Et dans ce quiz, alors je crois que c'est la question 7. Dans la question 7, il y avait la réponse D. Quelle était la réponse D de la question 7 du quiz de Zef de cet épisode numéro 41 du Contrecast? Putain, Tu peux réouvrir ton PC, je crois que c'est 5 étoiles, je crois. 5 étoiles. 5 étoiles, c'est ce qu'on met sur les lecteurs de podcast. Parce qu'on a aimé, et parce qu'on n'a pas aimé non plus, on s'en fout, on met 5 étoiles, et voilà, enfin, t'allais faire la phrase, par principe. Ok. Voilà. Et bien sûr, toutes les refs, toutes, même les off de Zef, son tableau Notion, enfin bref, tout sera partagé dans les liens en description. Ok, peut-être pas le Notion, mais en tout cas le reste. Toutes les références qui ont été citées dans les chroniques vous seront mises en description de ce podcast. Et en attendant, j'ai envie de vous dire au revoir parce qu'on se retrouve le mois prochain quand même pour un nouvel épisode. Salut. Salut.